Bonjour amis internautes, merci de la confiance que vous ne cessez de porter à News 24. Ça c'est News 24 en collaboration avec le Grand Journal d'Éric Mwamba et Maître Guy qui a toujours été présent. Ça c'est le débat que vous connaissez, les débats de News 24 et Grand Journal. Aujourd'hui, nous allons tout simplement défiler l'actualité de la République démocratique du Congo qui est caractérisée d'abord par la suite du volcan, catastrophe naturelle, du volcan à Goma. Quelle année la suite? Nous parlerons aussi de l'octroi des Jeeps parce qu'il y a plusieurs gens des 4x4 qu'on dit déjà à Matadi et il y a Mbosso qui a semblé dire que c'est le don du chef de l'État. Il y a eu beaucoup d'encre qui ont coulé et puis nous devons encore parler de l'union sacrée de la République. Est-ce qu'il faut-il encore croire à cette union sacrée? Et finalement on parlera de l'actualité, pratiquement la toute dernière, les accords bilatéraux entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi Tshilombo a vu son homologue du Rwanda et ils ont parlé des relations. Nous pensons plus à News 24, le Grand Journal, nous pensons plus que c'est la normalisation des relations entre les deux pays après avoir connu beaucoup de tiraillements. Bonjour Éric Mwamba. Bonjour cher Denis. Bonjour Maître Guy. Bonjour. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. D'ailleurs, c'est votre plateau, c'est notre plateau ensemble. Et nous sommes à Melbourne, en Australie, la ville la plus vivable de l'Australie, qui est la ville de Melbourne. Éric Mwamba, depuis tout ce temps, parlez-nous un peu de Grand Journal, la santé des Grands Journal. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même l'urette. Bon, Grand Journal est dans la transition digitale et nous avons lancé un nouveau concept d'instauration de cellules qu'on appelle les clubs, le développement de la communauté du journal au sein des écoles, les instituts supérieurs, les universités au pays et ça marche très bien. Nous sommes toujours dans la prospective, l'investigation et le journalisme des solutions. Voilà, et comment on peut avoir Grand Journal? Rappelez quand même il y a longtemps. Oui, c'est notre site qui est très bien achalandé, minute par minute actuellement. C'est grandjournalcd.com. Voilà, Maître Guy, encore une fois, bienvenue au débat des News 24. Il y a quand même eu beaucoup de choses en République démocratique du Congo. Comment vous pensez de cet état de siège? Vous qui êtes juriste, vous pensez que ça s'est fait dans des normes ou bien vous pensez qu'il y a quand même quelque chose à redire? Oui, merci beaucoup pour la question. Je voudrais, avant de m'élargir en long, saluer mon co-débatteur, qui est mon frère Éric. Ça fait quand même longtemps, on n'a plus eu l'occasion de se voir au studio et puis parler, animer. Alors, bonjour maître. Ouais, bonjour. Ça fait longtemps. Alors, bon, vous savez, l'état de siège tel qu'est décrété par le chef de l'État est en train de poursuivre son chemin. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Nous avons observé le premier mois avec la descente, le changement d'abord de la direction de province avec les deux généraux qu'on avait mis. Alors un mois après, nous avons entendu, c'est comme si la situation semblait aller un peu bien dans certains coins, mais dans d'autres coins, il y a toujours des fractions, il y a toujours des fractions rebelles, il y a toujours des situations où on continue à tuer ça et là. Mais bon, comme nous avons dit, nous sommes en train d'espérer, et surtout avec l'arrivée du président à l'Est là-bas, vous avez suivi, il y a eu quand même quelques révélations, et même d'ailleurs, lui-même, dans son exposé, il avait un peu critiqué le comportement d'un certain nombre des officiers supérieurs. Lorsqu'on regarde par exemple le problème est entré à l'effectif des militaires, ça fait beaucoup de bruit, même dans l'actualité. Donc à part ça, il y a encore la situation sociale des militaires qui sont là-bas. Jusque-là, nous ne sentons pas vraiment l'apport du gouvernement là-dessus. Il est vrai qu'ils sont en train de faire, de poser certains actes, mais il est aussi vrai, comme aujourd'hui, ce matin, j'ai suivi, par exemple, on a arrêté au moins 3 ou 4 officiers militaires des ADF qu'on avait transférés au Kigé,
qu'on a installés là-bas. Mais de l'autre côté, lorsqu'on regarde par exemple le social de nos militaires, lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles ils sont en train de se battre, il y a quand même des choses à dire, il y a des choses à rectifier. Mais aussi, je dois signaler, dernièrement, il y a eu un effectif que le gouvernement a envoyé là-bas, je crois de plus de 1000 militaires qui sont venus en provenance de Kisangani, qui sont allés là-bas. Alors, à ce stade, en tout cas, tout ce que nous pouvons dire, nous souhaitons à ce que l'armée puisse faire le travail. Souvenez-vous, Denis, je vous avais dit dans des émissions passées que pour moi, la solution de la sécurité du pays, la solution de l'Est passe par la restructuration de notre armée. Voilà, ça passe par la restructuration de notre armée, comme vous le savez. Mais Éric Mwamba, vous avez fait quand même beaucoup d'enquêtes sur notre armée, ce qui se passe à l'Est. Est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qui fait que l'état d'urgence puisse être... on doute un peu de la réussite de l'état d'urgence. Qu'est-ce qui peut empêcher la réussite? Que les armes arrêtent de crépiter quand même de l'autre côté? Bon, c'est une guerre, hein? C'est une guerre entre les FARDC et les groupes armés qu'on nous a toujours présenté comme étant la guerre asymétrique. C'est-à-dire vous n'avez pas un ennemi visible identifié, puisque la guerre s'est faite aussi selon les normes conventionnelles. C'est-à-dire que lorsque deux armées identifiées qui appartiennent à des États sont en guerre, je parle sous le contrôle de Maître Guy, la guerre s'est faite selon les règles, c'est-à-dire les deux armées se parlent, se communiquent, parce que la guerre c'est la prolongation de... C'est quand la diplomatie échoue, c'est quand le dialogue échoue que les armes commencent à parler. Alors, même pour faire crépiter les armes, lorsque c'est une guerre conventionnelle, c'est-à-dire entre deux armées identifiées, les armées se parlent toujours, se communiquent, se disent tel jour à telle heure l'offensive va commencer si on n'arrive pas à tel accord. Mais dans le cas de ce qu'on appelle la guerre asymétrique, c'est-à-dire la guerre contre des groupes terroristes, des groupes non identifiés, c'est très difficile de maîtriser puisque c'est la guérilla que vous avez en face de vous qui pratique généralement la stratégie de l'infiltration au sein même de votre population. Et alors, on ne peut pas, comme sur une baguette magique, puisqu'on a décrété l'état de siège, mettre fin à des tueries en une journée. Mais c'est un processus qui est lancé. Et je pense que, comme Maître Guy l'a dit, le président de la République, en dénonçant, bon, je sais que certains de nos compatriotes ont critiqué le fait que le chef de l'État lui-même, qui est le commandant suprême, au lieu de prendre des mesures, il a dénoncé comme le ferait n'importe quel citoyen. Mais je pense que le président de la République a fait, à mon avis, une bonne communication puisque cela relève de la gouvernance. C'est-à-dire, vous ne gouvernez pas les gens d'en haut. C'est-à-dire, il a voulu prendre, parce que le président a dit ce qu'on connaissait déjà. Tu as parlé des enquêtes qu'on a l'habitude de mener généralement, mais c'est-à-dire que cela vient du chef de l'État lui-même pour prendre les citoyens à témoin. Parce que quand il va prendre des mesures, rappelez-vous, que chaque fois que le président prend des mesures de nomination, ça a toujours été aussi critiqué comme quelqu'un qui veut mettre l'armée, la justice sous sa botte. Alors il a montré aux gens, voici les chefs militaires sont dans la mafia, c'est-à-dire il y a des effectifs fictifs. En attendant, vous ne pensez pas que c'est quand même caractérise une certaine faiblesse du chef de l'État? Certains le disent déjà. Comment un chef de l'État peut encore chercher à accuser les institutions, et c'est comme s'il est dans une position de faiblesse. Non, c'est-à-dire c'est là. Oui, c'est même lui-même dans cette position de faiblesse. C'est là il dénonce quelque chose que lui-même devait fixer. Oui, c'est-à-dire ce n'est pas une dénonciation en tant que telle, mais le devoir de redevabilité exige aussi que les dirigeants communique à la population, puisque le président de la République est élu au suffrage universel, c'est-à-dire il est là au nom de la population. Il doit dire à la population, dans le cas du rendre compte ce qui s'est fait. Tu as vu que au lendemain de ces discours chocs, il y a eu des arrestations de hauts cadres et l'armée est en train d'être restructurée. Donc il y a des effectifs. Maître Guy a parlé du social, des militaires, mais c'est-à-dire que l'argent sortait des caisses de l'État et était... On sort l'argent pour 21 000 alors que sur le terrain, il y a 10 000.
C'est-à-dire le reste d'argent était mis dans la poche des gens. Je pense que le fait que le chef de l'État est allé à l'Est, il a séjourné pendant plusieurs jours, va permettre de récupérer les sommes d'argent qui étaient volées. N'ayons pas peur des mots. Alors, je pense que la situation va s'améliorer puisqu'il y a des mesures draconiennes qui sont en train d'être prises selon nos informations. Voilà, mais entre-temps, ce n'est pas fini. À part les tueries de l'Est, nous avons connu une catastrophe du volcan. Mais maintenant, nous parlerons plus de la gestion. Est-ce que, Maître Guy, vous pensez que les Warriors ont bien géré cette situation? Bon, Denis, avant d'attaquer votre question, j'aimerais un peu rentrer sur ce que mon frère Eric a parlé. Vous savez, l'armée marche avec les aspects moraux, c'est-à-dire sur le plan moral des militaires et consorts. La communication du chef de l'État, moi je l'ai pris à deux volets. D'un côté, c'est vrai, il y a eu de faits négatifs qui étaient là, mais il y a des cadres. Nous devons savoir circonscrire certains cadres en temps et selon la situation que nous traversons. Vous savez, les secrets de l'armée, on ne vient pas dire ça sur la place publique. De ce côté-là, la communication a quand même un peu frisé. Mais vous ne pensez Parce pas que vous vous retrouvez dans une situation où c'est lui qui a décrété l'état de siège. Alors moi j'estime pour ma part qu'avant de décréter cet état de siège-là, il y avait déjà des études qui ont été faites par ses conseillers et toutes les structures techniques. Alors, on lui a présenté les faits. Mais alors, en ce moment-là, s'il y a des choses qui ne marchent pas à l'intérieur, j'aurais par exemple souhaité que l'on puisse traiter ce genre de situations devant des cadres bien spécifiques. Mais il y a d'autres citoyens, comme moi par exemple, je me dis que non, mais j'ai le droit. Il y a par exemple Eric Mamba qui a évoqué la rédévabilité. Non, la rédévabilité. Le peuple maintenant commence, le peuple congolais est mûr. Denis. Il ne veut plus des choses que vous faites en cachette. Il veut maintenant savoir pourquoi il y a la guerre. Denis, non. C'est une réponse. Moi, je ne suis pas contre la rédévabilité. Mais ici, nous sommes en matière sécuritaire. Il y a pas dire que tel a été corrompu, vous pensez que c'est empêché? Moi, je pense qu'on doit dénoncer pour que la population nous ne parlons pas... Non. Moi, je n'ai pas entendu le président parler de la corruption. Mais j'ai entendu par exemple parler de l'effectif. C'est ça. Mais est-ce que vous savez que lorsqu'on parle... Il a parlé de mafia. Oui, mais regardez, même mafia, même magouille. Je ne m'inscris pas en faux sur le fait qu'il doit parler. Mais ici, je suis en train de spécifier le cadre. Parce que la communication, quand elle sort sur la place publique, il n'y a pas que les Congolais. Vous êtes sans ignorer, Eric a dit que nous sommes en guerre. Donc il y a aussi l'ennemi. Lorsque vous parlez par exemple de l'effectif, vous savez que l'effectif d'une armée qui va en guerre, c'est un secret militaire. C'est là que je suis en train de dire. Mais maître, quand quelqu'un dit que la grande question, la question la plus cachée, c'est pourquoi cette guerre ne finit pas? Et la question risquerait d'être éternelle quand on ne sait pas dire pourquoi ça finit pas. Bon, regardez, là vous embrassez beaucoup d'aspects. Il y a la guerre d'abord qu'il y a là, que nous courons. Bon, il y a aussi cette grande question de savoir pourquoi la guerre ne se termine pas. Mais ici, moi, je suis au niveau de la communication, qui est un élément même motivationnel pour les militaires que lui-même a envoyés là-bas, pour le tas de sièges que lui-même a décrété. Le travail, oui. On lui a donné le donné, oui. Les données là sont négatives, oui. Mais ici, je spécifie, au niveau de la communication, il y a des cadres selon des domaines où nous sommes en train de passer, si je peux dire. La communication militaire, ce n'est pas la communication d'un parlement, ce n'est pas la communication d'un match de football, et surtout que là, nous sommes en guerre. Alors, j'aurais souhaité, par exemple, ça c'est un souhait et une proposition au même moment, j'aurais souhaité que prochainement, lorsqu'il y a des choses comme ça, que les services de communication du chef de l'État puissent quand même l'aider à mettre de cadres spécifiques pour que son message, au lieu que même les ennemis puissent les avoir, mais que les destinés, ceux qui sont destinés à avoir ce message-là, puissent les avoir pour que le travail, là il faut changer, on change, là il faut motiver, on motive, là il faut donner d'autres structures, qu'on donne d'autres structures. Bon, voilà, parce que Eric va répondre, avant que vous répondiez à la question, voilà. Un petit mot sur ça. Non, c'est important, mais j'aurais d'abord voulu terminer mon temps d'antenne, parce que là, vous m'écoutez.
développer déjà. Ça va non. Eric va tout simplement répondre et nous revenons sur la question parce que vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez répondu. Et Eric va tout simplement. Il a 1 minute. Moi, je ferai même moins d'une minute sur ça. C'est-à-dire que sur le plan communicationnel, ça, c'est, à mon avis, hein, c'est une bonne communication, même de montrer à l'ennemi, aux groupes armés, que nous avons la maîtrise de la situation. Nous savons qu'il y avait la magouille, nous savons qu'il y avait la mafia qui vous permettait d'avoir le dessus sur nous. Et la situation est corrigée. Et ce que Maître dit, c'est important dans le cadre, par exemple, des révélations de secrets militaires. Mais là, c'est quand vous avez en face de vous des armées, une autre armée qui est contre vous, mais qui a des effectifs. Les groupes armés sont des groupuscules. Ils ne peuvent jamais, en aucun cas, avoir les mêmes effectifs que toute une armée. Donc, le président, il a bien fait de communiquer. Voilà. Et il y a des renforts. Il y a des renforts qui vont suppléer, qui viennent d'autres régions militaires. Bon, voilà. Mais maintenant, la gestion. Parlons de la gestion de ces catastrophes. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que le Warrior gère bien la situation? Oh, ils ont maîtrisé la situation après le volcan. Bon, Denis, permettez que je rebondisse aussi. Voilà pourquoi je voulais terminer mon temps d'antenne. Lorsque nous parlons de... Ici, nous ne devons pas confondre. Il ne faut pas tomber dans des définitions trop philosophiques des mains des asymétries ou quoi là-bas. Ce qui est vrai, il y a l'armée, notre armée, qui détient, qui utilise des armes. Il y a les groupes rebelles. Rebelles ou pas, ils utilisent des armes et la conséquence néfaste de cette situation, les gens meurent. Alors, lorsqu'on parle d'un secret militaire, le secret militaire ne part très seulement parce que vous faites la guerre avec un autre pays. Non. Quand vous faites la guerre avec un autre pays, mais aussi du moment où vous êtes dans un état de guerre. Parce que ici, nous parlons de l'état de siège. Pourquoi on a décrété l'état de siège? Est-ce parce que nous avons la guerre avec un autre pays? Mais c'est parce qu'il y a un groupe de bandits, si on peut les appeler comme ça, mais qui détiennent des armes, qui font des opérations militaires. Alors, d'où les secrets militaires s'avèrent importants. Mais il n'y a pas de secret quand même quand on dit que tel a été corrompu. Non, mais regarde, Denis, je vous ai dit, un militaire marche avec ce qu'on appelle morale. C'est-à-dire que la communication, lorsqu'elle est donnée, doit avoir un objectif. La communication du chef de l'État doit avoir un objectif. C'est dans l'intérêt. Mais oui, mais imaginez-vous. Non, mais protégez-moi, Denis, s'il vous plaît. Imaginez-vous, nous sommes dans une situation où les militaires au front apprennent que pendant que nous on est en train d'avancer, pensant que nous sommes à 10 000, 3 000 sont derrière nous, or nous sommes seulement à 25. Quel sera le moral de ces militaires-là devant? Mais entre-temps, ils vont se dire directement... Entre-temps, le même militaire se pose la question pourquoi on nous tue et pourquoi l'effectif n'est pas là. Voilà, donc l'ensemble, voilà, l'effectif n'est pas là. Donc ça peut aussi avoir un effet décourageant. C'est comme si vous deux vous parlez de la même façon. Non, nous ne parlons pas de la même façon. Moi, j'ai... Eric Mwamba dit, vous avez raison de dire qu'il y a les secrets d'État, mais entre-temps, nous avons besoin de savoir ce qui se passe. Les secrets militaires sont traités avec rigueur. Je ne dis pas que ce qu'il a dit là-bas est mauvais, mais pour un certain nombre de faits, il faut des cadres spécifiques. Maintenant, j'en viens à votre question. Concernant le catastrophe. Bon, Denis, moi, je pense que pour que ce pays-là change, nous-mêmes, Congolais, nous devons être sérieux. Si nous ne sommes pas sérieux, nous pouvons beau parler, faire des débats, mais rien ne va changer. Lorsqu'il y a eu catastrophe, moi j'ai vu, il y a eu une équipe gouvernementale composée, je crois, de 13 ou 12 ministres qui sont partis là-bas. Mais depuis qu'ils sont partis, quand ils sont revenus même à Kinshasa, avez-vous entendu un rapport du gouvernement ou bien un compte rendu du gouvernement avec des actions claires et spécifiques? Au moment où je vous parle ici, il y a les sinistrés de l'Est là, ceux qui se sont retrouvés avec des maisons parties ou quoi là-bas, mais ils n'ont pas d'abri. Mais vous vous souvenez que Kamere, avec le dossier Kamere, il vous a dit qu'il y a encore des maisons préfabriquées, par exemple, qui traînaient en Tanzanie et partout ailleurs. On a vérifié que c'était du pur mensonge. Parce qu'on a montré, il y a des vidéos qui ont montré, il y a la vidéo qui circule. Un monsieur qui filme, qui dit, voici ce que Kamere nous a dit, qui est resté. Ce sont des plaques
des plaques qu'on a entassées quelque part sous la pluie et ça n'existe pas. Ok, donc si les maisons là n'existaient pas, donc c'est déjà une hypothèse à écarter. Mais partout ailleurs, hein, nous voyons lorsqu'il y a catastrophe, hormis le fait que vous donnez à quelqu'un un pain pour qu'il mange, mais on voit des gestes, par exemple, mettre des tentes, tout et tout, pour que ces gens-là, ici nous ne parlons pas seulement de leur construire des maisons ou quoi là-bas, mais ne fût-ce qu'un abri. Depuis que le gouvernement est parti là-bas jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, à l'exception, pour terminer, à l'exception, je dirais même, c'est parmi les plus grands dons de la fondation Maman Denise qui était arrivée. Malheureusement même, quand ces vivres-là sont arrivés, les militaires, comme les autres civils, pleurent. On a envoyé 6 et 18 tonnes de nourriture, mais quand on regarde la répartition, quand on regarde ce que les gens habilités à les distribuer ont reçu, donc c'est pratiquement le 1/3. Donc, jusque-là, l'action du gouvernement concernant les sinistrés, on n'en voit pas. Si peut-être mon confrère connaît, il peut illustrer, mais moi personnellement, Mwamba, je ne vois pas. Éric Mwamba, est-ce que vous ne pensez pas que les jalons pourraient être posés autrement pour le futur? Parce que non, nous sommes ici, pas seulement les médias des dénonciations, mais aussi des solutions. Qu'est-ce que vous pensez de cette gestion et d'après? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a été prévu pour ça? Bon, pour la suite, évidemment. Le chef de l'État, lors du premier conseil des ministres qui avait suivi l'éruption du volcan, il avait parlé de la création d'un service public, des services publics de protection civile et de prévention des catastrophes naturelles. Oui. Ça, c'était une catastrophe puisque c'est que déjà Maître Guy dit que c'est kilométrique. On n'avait pas ce genre de service. C'est parce qu'en fait, les pays comme l'Australie, nous sommes en Australie, c'est un pays qui est aussi en proie à des catastrophes naturelles, l'effet de brousse, les inondations, les cyclones. Par exemple, dans les territoires du nord de l'Australie, il y a les cyclones qui menacent, qui peuvent se déclencher à tout moment. Il y a dans la partie du côté de Brisbane, par exemple, les inondations, etc., les feux de brousse. Mais chaque fois qu'il y a des catastrophes naturelles en Australie, il y a moins de pertes en vies humaines. Pourquoi? Parce que l'État a la capacité d'anticiper. C'est la même chose avec le Cuba. Quand vous êtes dans le territoire du nord de l'Australie, par exemple, tous les habitants sont formés par le gouvernement. Comment, au cas où il y a cyclone, comment les citoyens vont se comporter. Et l'État pourvoit aussi des équipements que vous pouvez utiliser en cas de cyclone. Ce qui a fait la longévité de Fidel Castro à Cuba, c'était aussi ça. Donc la capacité de l'État d'anticiper. C'est-à-dire pourquoi on a manqué cela? On ne peut pas empêcher la catastrophe naturelle. On ne peut pas empêcher l'éruption du volcan. Mais il faut, on peut prévenir, c'est-à-dire qu'on peut déplacer la population avant l'éruption, puisque l'État doit se donner les moyens. Mais on dit qu'on n'a pas financé quand même. Mais on n'avait pas. Même si on n'avait pas ce service, mais il y avait quand même l'observatoire volcanique de Goma. Qui n'a pas été financé. Qui a été financé, mais qui était miné par les malversations financières et la corruption comme tous les autres services de l'État. Ça, c'est une situation que le gouvernement actuel, pour ne pas le dédouaner, a hérité. Donc, c'est parmi les choses qu'il faut corriger. Mais je suis un peu curieux, Éric Mwamba. Comment est-ce qu'on n'avait pas ce service avant? Est-ce qu'il y avait ce genre de service en République démocratique? Bon, si l'État décide lors d'un conseil des ministres, si le gouvernement décide dans un conseil des ministres de les créer, ça veut dire que ça n'existait pas. Mais moi, je voulais dire sur la gestion elle-même de cette catastrophe, j'aimerais constater que je ne suis pas d'accord avec la manière dont le gouvernement s'est comporté par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 missions. Maître Guy a parlé d'une mission, mais il y a eu 2 missions gouvernementales qui se sont de plus de 10 ministres. Donc je crois une mission de 7 ministres, une autre de 13. Vous savez, quand tout un gouvernement, ou une partie du gouvernement se déplace avec autant de ministres, les ministres ne se déplacent pas seuls, ils se déplacent parfois avec certains conseillers, avec certains personnels d'appoint, etc. Ce qui cause déjà un budget. Et ce budget
pouvait être à partir de Kinshasa, puisque l'État est quand même représenté en province dans le cadre de la décentralisation. Donc je pense que le gouvernement, à partir de Kinshasa, pouvait bien sûr faire une délégation, le Premier ministre ou les ministres de la Solidarité nationale ou de l'Intérieur, quelque chose comme ça, mais déplacer toute une partie du gouvernement à deux fois des reprises, c'est-à-dire ils auront les billets d'avion, soit des avions qui vont mais il semble là-bas, ils se précipitent pour avoir ce genre d'émission. Mais ils auront des chambres d'hôtel, ils auront c'est tout cet argent. Vous savez, cet argent, les frais de déplacement d'un seul ministre peut reconstruire une maison pour un sinistré. Moi, c'est sur cet aspect-là que la manière dont du gouvernement, de l'État, de gérer des choses en faisant on connaît déjà des solutions aux problèmes. On connaît des problèmes, il faut trouver des solutions au lieu de dire toujours que je me rends sur place pour aller m'enquérir de la situation. Mais parce que tu as des représentants sur place. Mais finalement, curieusement, maître, après tout ça, la population qui croupit là-bas, comme vous l'avez mentionné ici, et il y a boum, quelque chose qui arrive, on dit non, les chefs d'État donnent un don des jeeps, des 4x4, et qui sont déjà à Matadi pour les députés. Mais certains disent que ce n'est pas un don. Mais cher Denis, si Maître Guy peut permettre, juste une seconde, j'aimerais saluer une compatriote, une jeune dame congolaise de la diaspora des États-Unis, Peñel Samba, qui s'est déplacée avec plus de 20 000 $ à titre personnel en tant qu'individu pour venir en aide à ces sinistrés. C'est quand même quelque chose que je tiens personnellement à saluer. Voilà, revenons, on parlait de l'octroi des véhicules pour les députés. Il y a déjà c'était 250 sur place. Est-ce que vous pensez que c'était opportun? Bon, oui, avant de revenir à cette question-là, il y a un point que je voudrais relever, parce que vous parlez d'une création de services, protection, le mot là est tellement long. Service public de protection civile et de prévention des catastrophes naturelles. Bon, tu sais, Denis, nous devons quitter quand même le stade CPP, CP. On peut l'abréger. CPP, CPM, CPN. Nous devons quitter d'abord ce stade de fantasme par moments qui ne nous servent pratiquement à rien. Ici, avec le gouvernement, c'est vrai, c'est bien beau de créer des services. Mais là où ça choque, c'est que, tu vois, le service là, ça va avoir une réalisation à long terme. Mais à court terme, lorsqu'il y a un fait qui se passe, venez en aide, c'est la moindre des choses. Eric a épinglé un aspect des choses très important. Dites-moi, lorsqu'il y a catastrophe, devant la situation que nous sommes en train de traverser à Kinshasa, et le gouvernement décide de faire déplacer par exemple 13 ministres, quelle est la raison d'être? Bon, on ne va pas quand même répéter ça, mais quand même... Non, on va répéter ça parce que le déplacement des ministres vaut l'argent. Oui, c'est ça qu'Eric a dit. Mais lorsqu'il y a catastrophe, nous avons besoin de l'argent pour souvenir en aide devant ces gens-là. Donc ça sont des choses à condamner. Sinon, on est en train de gaspiller l'argent de l'État pour rien et nous n'en voulons plus de ça. Voilà. Alors, mais vous parlez des jeeps. L'octroi des 4x4. Oui, mais... Maintenant, nous avons... Il y a un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que nous avons fait une émission ici nous-mêmes, nous avons fait sous nos enquêtes. Maintenant, nous voulons être éclairés. D'abord, premièrement, parce que c'est vous, Maître Guy, est-ce qu'en chef de l'État, le chef d'État de la République démocratique du Congo, la loi l'autorise de le faire ou pas? Bon, d'abord, la loi, un chef de l'État, d'après les prescrits de la loi, n'est pas une ONG, n'est pas une organisation non gouvernementale. Un chef de l'État n'est pas une fondation. Vous voyez la fonction du chef de l'État, la constitution ici, dit d'un chef de l'État, c'est-à-dire du président de la République. Il est une institution. Devant cet état des choses, tout ce que le chef d'État fait, tout acte qu'il pose, doit marcher en conformité avec l'institution. Président doit marcher en conformité avec la loi du pays. Donc le problème de Jeep ici, c'est un vol d'État. Nous devons être, vous savez, avec la souffrance que les Congolais ont traversée. Moi, ça m'étonne qu'aujourd'hui, même sur la place publique, vous voyez des gens en train de défendre des choses pour lesquelles lui ne tirera jamais profit de ça.
Le problème de Jeep ici, vous vous souvenez, Denis, lorsque nous sommes à la création de l'Union sacrée, il y a eu différentes déclarations des députés. Finalement, l'Union sacrée est mise en place. Vous savez que le problème de Jeep ici, il y a des vidéos qui existent, des émissions qui existent. Déjà en son temps, il y a eu un certain nombre de députés qui, dans leurs interventions, ont parlé de la Jeep. Et aujourd'hui, la Jeep, et aujourd'hui, les Jeeps sont là. Oui. Bon, moi, je suis en train d'imposer seulement la question. Mais quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est que le chef d'État puisse donner, ou le problème, c'est nos députés aient quand même moins de locomotion? Non, bon, il y a, dans tous les cas de figure, il y a des problèmes. Si le chef de l'État fait son don à titre privé, mais pourquoi les médias doivent en parler? Si les médias en parlent, c'est parce qu'il y a eu un problème. Parce que nous avons eu des audios du président de l'Assemblée nationale qui a parlé là-dessus. Qui ont été contredits. Non, contredits par quoi? Mais écoutez, ce sont des prêts. Denis, le président Mbosso est le porte-parole par excellence de cette assemblée-là. Mais l'assemblée est porte-parole. Mais oui, l'assemblée est porte-parole. Mais comprenez mon langage. Il est le président par excellence. C'est lui qui engage l'assemblée. C'est lui qui est le chef de corps. Vous croyez que le chef de corps vient, nous connaissons notre pays, il vient, il parle, et puis demain matin, on vient avec un communiqué pour endormir le peuple. Non, Denis, nous disons non. Mais dans les cas d'espèce, nous n'avons pas de preuves. Non, mais c'est quoi que... Mais écoutez, c'est quoi que vous appelez une preuve? N'est-ce pas que nous tous avons suivi les députés défiler? Il y a un député qui était passé pour dire que les véhicules là qu'on leur a donné, c'est un véhicule de travail. Je préfère taire son nom pour ne pas faire sa publicité. Il y a un autre député qui était passé aux médias, les émissions existent pour dire que nous achetons ce Jeep-là à crédit. Oui, comme d'habitude. Et finalement, non, mais Denis, mais même lorsqu'on parle de crédit, pourquoi le crédit doit être comme d'habitude pour une classe donnée et devant la situation que nous courons? Vous savez, ça représente 25 millions. C'est aussi l'efficacité de nos institutions. Non, mais regarde, Denis, on a commencé notre première thématique ici sur le catastrophe. Mais là, il n'y a pas d'efficacité. L'efficacité, c'est seulement dans les Jeeps. Et pourquoi seulement les Jeeps? Est-ce que vous croyez que partout ici dans le monde, ici, les députés vous promènent avec des Jeeps de 50 000? Mais on pouvait leur acheter, à la rigueur, si réellement nous avons le souci de cette population, on pouvait leur acheter des Hyundai. 7 000, 8 000 $. Pourquoi seulement les Jeeps? Pourquoi seulement les Jeeps? Et dites-moi maintenant, avec les 25 millions qui sont sortis, c'est budgétisé où? Dans quelle ligne budgétaire on va retrouver ces dons-là? Ah ben, Éric Mwamba, qu'est-ce que vous en dites? Parce que est-ce que vous êtes, je vous vois déjà, c'est comme si ça vous gêne un peu cette histoire de Jeep. Parce que vous pensez que le chef d'État avait raison, ou Mbosso a raison, ou c'est le porte-parole du gouvernement qui a raison, ou certains des députés qu'on a cités. Bon. Où est la vérité dans tout ça? Vous qui faites des enquêtes sur place. Oui, moi j'aimerais parler ici en tant que journaliste d'investigation, oui, dont le travail a comme soubassement la présentation de la preuve. Voilà. C'est-à-dire, il y a les allégations des faits, la vérification et la présentation des preuves. Dans ces dossiers, je n'aimerais pas tomber dans le sensationnel, parce que j'ai comme l'impression que c'est plus du sensationnel. Pourquoi je dis ça? Puisque, personne n'a présenté la preuve des sorties des fonds. Puisque, en tant que journaliste d'investigation, lorsque les fonds de l'État sont sortis du trésor public, les gens qui allèguent ça, qui apportent ça sur la place publique devraient être capables. Sinon, nous poursuivons nos propres enquêtes, puisqu'une enquête peut durer un mois, 2 mois, 6 mois, etc., une année ou plus. Sinon, nous poursuivons nos enquêtes. Les jours que nous aurons bouclé nos enquêtes, nous reviendrons ici pour présenter. Mais au stade actuel, puisque les enquêtes journalistiques se font aussi sur base des hypothèses. L'hypothèse, c'est un matériel qui permet aussi, un matériau qui permet aussi de lancer des enquêtes journalistiques. Ici, je pense qu'il y a plus de sensations, puisque on n'a aucune preuve à ce jour que les fonds sont sortis du trésor public pour acheter ces Jeeps, que ce soit par l'Assemblée nationale ou par le chef de l'État. On n'a aucune preuve à ce jour. Donc, l'audio qui a circulé du président de l'Assemblée nationale doit être encore aussi authentifié.
Parce que c'est contredit par... doit être authentifié, parce que c'est ça la démarche. Hein, la démarche moi, je parle en tant que journaliste d'investigation. C'est ça la démarche. Donc, nous devrons être capables. Puisque aujourd'hui, avec le logiciel, n'importe qui peut imiter ta voix. Nous avons des preuves. Donc, maintenant, cela dit, j'aimerais faire mon analyse personnelle. Par l'absurde. J'aimerais y aller par l'absurde. Ok? Si jamais le président de la République était impliqué dans l'octroi des DIP aux députés. Ça, c'est mon analyse personnelle. Moi, je pense que ce n'est qu'une démarche rationnelle. Pourquoi je dis ça? Puisque tout concessionnaire aimerait avoir des garanties. Si on donne des DIP, 500 DIP aux députés, puisque n'oublions pas que les députés ont toujours pris des choses à crédit. Je travaille dans ces parlements sur plusieurs aspects. Les députés ont toujours payé des maisons à crédit, payer des ordinateurs à crédit, des véhicules à crédit. Mais dans le cas d'espèces, aucun concessionnaire ne donnerait 500 DIP ou un nombre X de DIP à notre Assemblée nationale dans le contexte actuel politique de la RDC sans la garantie du chef de l'État. Pourquoi je dis ça? Puisque n'oublions pas que cette Assemblée nationale est menacée de dissolution à tout moment. Donc, c'est mon analyse personnelle. Ça, c'est quand même grave. C'est mon analyse. C'est quand même grave que tu affirmes des choses comme ça. Permettez-moi de faire mon analyse. Permettez-moi de faire mon analyse. Si j'étais concessionnaire, vous venez me contacter pour que je... Là, il y a aspect confiance. Non, puisque les DIP, si... Prenons l'hypothèse. J'ai dit, je pars par hypothèse et par absurde. Prenons l'hypothèse que les DIP sont achetés à crédit. Et que moi, je suis concessionnaire, mais je vais vous demander de me donner la garantie. Et la garantie, dans le cas d'espace, c'est le chef de l'État. Pourquoi? Puisque cette Assemblée nationale peut être dissoute. Au cas où l'Assemblée nationale, je suis dans les hypothèses, au cas où l'Assemblée nationale est dissoute, qui va payer? Puisque les députés ont déjà pris les DIP, ils sont partis. Il faudrait bien, comme dans n'importe quelle entreprise, que les directeurs des ressources humaines disent, donnez-leur les DIP, donnez-leur les ordinateurs. Mais que direz-vous à quelqu'un qui dit déjà qu'ils sont bien payés, ils sont payés à temps, ce sont les fonctionnaires de l'État qui ont beaucoup d'argent, pourquoi leur donner encore des faveurs, des crédits et tout le reste? Vous trouvez ça... Mais s'ils sont bien payés, c'est la raison de plus pour qu'ils prennent... Pour qu'on leur donne encore d'autres faveurs. Non, c'est la raison de plus pour qu'ils prennent des DIP, puisqu'ils payent avec leur argent, puisqu'ils ont le pouvoir. Alors quand toute la population croupit et que vous pensez que c'est bien l'enseignant, si demain... On peut donner des crédits aux enseignants. Bien sûr. Garantie avec quel salaire? Ce sont des fonctionnaires de l'État. Si demain mais ce que je voulais dire, cher Denis, c'est très important ce que je veux dire. C'est-à-dire que le chef de l'État, au moins, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Maître Guy a parlé du statut du chef de l'État. Lui, au moins, il peut dire, ok, donnez-leur la DIP, n'ayez pas peur que les députés... Un député peut mourir. Qui va payer? Au cas où les députés mourraient. Mais pourquoi d'abord le donner? Est-ce qu'il y a urgence? Est-ce qu'il y a urgence? Non, mais moi je suis dans des hypothèses. Ouais. S'ils prennent avec leur argent, c'est normal. S'ils disent, ok, négocier. Vous savez, cher Denis, les concessionnaires des DIP doivent vendre leurs marchandises. S'il y a un citoyen, un fonctionnaire de l'État, les enseignants, les magistrats, les médecins, qui peuvent négocier sous la garantie de l'État. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne leur ferait pas cette faveur-là si l'État doit se porter garant pour qu'on le leur donne. Moi, je pense que ça, ce n'est même pas un débat. Un débat, c'est trop bas de faire un débat alors qu'on a des problèmes de politique publique, des problèmes de réformes importantes. Et même des problèmes sociaux. On fait des problèmes sociaux, il y en a plein. Oui, on fait des débats sur les DIP des députés. Moi, je pense que l'argent n'est pas sorti du trésor public. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils méritent parce qu'ils sont bien payés? Ils ont leur argent. Ils peuvent prendre... Est-ce que l'argent est sorti du trésor public, oui ou non? Non, vous savez, je crois là, même Maître Guy n'a pas de je crois que je comprends la difficulté de mon frère Eric. C'est comme ça. Dans cette question ici, il a tournoyé jusqu'au point de ne même pas trouver une voie de sortie. Est-ce que l'argent est sorti? Et il est resté mais il a posé la même des questions. Est-ce qu'on a des preuves que l'argent est sorti? Donnez-moi mon temps d'antenne. Moi, je vous pose la question, vous répondez aussi. Non. Nous pouvons nous poser des questions entre nous. Il n'y a pas de problème. Depuis que j'ai commencé à débattre avec mon frère,
Oui. C'est parmi les rares moments où je le vois en difficulté au point où il ne sait par quelle voie sortir. Mais il a posé des questions. Mais avant cela, est-ce que nous avons je voudrais, avant d'aller sur sa question, je voudrais d'abord fixer les choses. Parce qu'il a fait des déclarations ici que je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Première chose, je voudrais que nous puissions retenir ceci. Le chef de l'État n'est pas un commissionnaire d'une maison au coin qu'on veut vendre, et si vous n'arrivez pas à négocier parce que vous êtes parlementaire ou bien ministre, vous envoyez le chef de l'État pour aller donner une garantie. Je vous ai dit ici lorsque j'ai commencé, le président de la République, c'est une institution. En tant que tel, il n'y a aucun texte juridique. Il n'y a aucun texte juridique au Congo qui octroie au président de la République le pouvoir d'aller donner des garanties lorsque une institution du pays veut acheter ou bien veut passer de marché de manière... Non, mais parce que... Non, je suis en train... Non, je n'ai pas... Non, mais Denis, les hypothèses, lorsque vous les placez, c'est pour faire quoi? C'est pour que votre cheminement d'idées puisse aller de manière logique. Alors, vous ne pouvez pas poser déjà des hypothèses qui n'existent même pas. Le confrère dit ici, le chef de l'État, donc la meilleure personne à donner la garantie devant des sociétés qui vendent des véhicules, ne peut être que le chef d'État. Mais ce pouvoir-là lui est dévolu où, par qui, quand et dans quelle constitution? Donc, vous voyez déjà que, partant de cette hypothèse-là, le confrère est totalement à côté. Donc je voudrais que nous puissions noter ça, que le chef de l'État n'est pas un commissionnaire des véhicules. Mettons ça à côté. Deuxième chose, mon confrère ici parle de quoi ça? De preuves. Mais plus d'une fois, j'en viens, plus d'une fois, je vous ai dit ici, il n'y a pas une preuve en droit qui dépasse l'aveu. Ici, nous parlons des députés. Mais les gens que je vous ai cités là, ils sont 3 ou 4. Mais ce sont des, y compris Mbosso qui est le chef de corps. Ils sont des... J'en viens. Denis, j'en viens. Ça ne veut pas être un faux témoignage en droit. J'en viens. Donc, nous devons fixer les choses. Nous fixons les choses en disant que ici, si nous cherchons, nous voulons chercher des preuves, c'est-à-dire en d'autres termes, voilà comment moi je comprends, c'est comme si nous voulons dissuader cette situation. Or, nous sommes en train de parler pour que le Congo d'aujourd'hui puisse changer, que nous puissions travailler sur des valeurs. Troisième chose, vous parlez de la preuve. Vous voulez voir là où l'argent est sorti. Mais moi, je reviens maintenant avec une solution. Parce qu'il y a eu l'aveu, parce que les parlementaires acceptent. Nous voyons, il y a un camp qui disent que non, nous allons les avoir, nous allons payer, nous allons. D'ailleurs, il y a même un parlementaire qui a parlé, il dit que non, on va payer par crédit. Quand on lui dit le crédit là, comment vous allez payer? Il ne sait même pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui prend un crédit, mais lui-même, il ne sait même pas comment il va procéder avec ce crédit-là. Donc, c'est le mensonge. De l'autre côté, mais je vous cite son nom, sur Top Congo, allez voir, Eliezer. Il ne savait même pas le crédit là, c'est à une période, voilà, une échéance c'est combien, à une période de combien, il ne connaît pas. Mais un député. De l'autre côté, nous avons vu certains députés, mais lorsque toi tu arrives d'abord à accepter un crédit, nous tous, nous travaillons avec les banques. C'est pas tout le monde qui va accepter. Non, mais exactement. Mais dans le cas d'espèce ici, lui a accepté parce qu'il est parmi les gens qui défendent cette histoire de de Jeep. De l'autre côté, nous avons vu des députés passer pour dire qu'eux ne vont pas les avoir. Et puis finalement, il y a eu un communiqué du Parlement qui est sorti. Alors, devant cet état des choses, lorsque vous parlez de l'argent, si vous avez déjà vu l'argent, mais pourquoi par exemple, si on veut être vraiment rationnel, pourquoi par exemple on ne demanderait pas au procureur de la République d'enquêter? Deuxième chose, c'est à lui de le faire. Mais justement, non, mais oui, il n'a pas fait, mais la population a le droit. C'est dans le cadre lorsqu'on vient, on dénonce. Si le procureur n'a pas fait, la population peut suivre. Ça c'est un, deux. Pourquoi par exemple l'IGF ne tomberait pas sur ce dossier-là? Parce qu'au moment où je vous parle, Hyundai a déjà sorti une note
qui stipule clairement qu'il a pris des engagements avec le gouvernement congolais concernant le problème des jeeps. Alors, de quoi parlons-nous maintenant? Lorsque vous venez sur le plateau, vous dites, vous parlez de preuves. De quoi parlons-nous maintenant? Non, Denis, moi, mon problème, regarde, moi, je ne m'insurge pas sur le fait qu'ils peuvent avoir des jeeps. Mais tout ce que je demande ici, je demande la rationalité dans le pays. Je demande à ce que les avoirs du pays puissent être distribués équitablement. Parce que nous sommes dans un pays où les gens... Mais Denis, quand on nous dit qu'au Congo, les gens souffrent, comprenons-nous cela ou bien nous faisons... Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital Sana, par exemple, moi je vous parle ici, jusqu'à la semaine passée, les gens venaient avec des corps, ils arrivent comme ça, les infirmiers sont en grève, ils ne veulent pas recevoir. Et on prend un corps de quelqu'un, mettez-vous à la place de cette population, je viens avec ma mère qui est morte, quand j'arrive, je ne sais pas l'amener à la morgue parce qu'on ne travaille pas et je dois retourner avec ma mère dans un moto derrière mon dos. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que nous avons encore le souci de ce peuple-là? Alors pour moi, le problème des Jeeps ici, nous devons avoir l'habitude, nous Congolais maintenant, de décourager tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est injustice. Ce n'est pas un problème de sensationnalisme. Maîtrisez-vous. Ce n'est pas un problème de sensationnalisme. Moi, j'ai étonné que vous vous parlez de sensationnalisme par rapport à quoi? Dans les émotions, mais je voulais tout simplement, j'ai entendu quelque chose, vous avez dit, Hyundai a dit, le gouvernement. Mais oui, je peux vous produire le document là. Tant que je finisse. Le gouvernement congolais a signé un accord avec eux. Mais c'est tout à fait normal. Mais Denis, là, il n'y a pas de chef d'État. Non, mais regarde, si. Parce que le problème, c'est que le chef d'État n'a pas débloqué. Ça, c'est ce que. Non, non. Ici, nous ne parlons pas du chef de l'État ou quoi. Là. Mais moi, ça m'étonne. Pourquoi vous insistez toujours sur le fait que chez le chef, la personne qui a parlé du chef de l'État Haïti, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas la population congolaise, mais c'est un chef de corps. Mais curieusement, vous ne vous attaquez pas à ce chef de corps-là, vous voulez vous attaquer à l'opinion publique. C'est un chef de corps qui a parlé. Mais Éric Mwamba, c'est un chef de corps. Que Maître Guy vient de... il insiste sur l'aspect de la vie sociale de la population. Les gens souffrent au Congo. Des différentes crises qui ont en République démocratique. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces 27 millions-là? Tout le reste. Et vous ne pensez pas qu'on pouvait... Dans un pays où un député, il touche 4 000. Ils sont parmi... Pouvez-vous Denis, donnez-moi une minute, je vais terminer. Il va récupérer le montant d'antenne. Attends que lui... Non, il va récupérer le montant d'antenne. On a fait plus de 3 minutes déjà avec toi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut... Non, moi je suis pour la gestion rationnelle des fonds et la distribution équitable. Ce qui ne se fait pas. Non, ça c'est le principe. Je pose les principes. Ouais. Je suis pour la gestion rationnelle, la distribution équitable des ressources entre tous les citoyens, mais je suis aussi pour la redevabilité, la transparence dans la gestion. Et lorsque on mène un débat sur la gestion des ressources naturelles, des ressources du pays, et de l'argent des fonds publics, les débats ne doivent pas, la preuve ne doit pas être l'aveu. La preuve doit être aussi les pièces comptables. C'est-à-dire, parce que si on fonde la justice rien que sur l'aveu, l'aveu peut être aussi un faux témoignage. Puisque je suis capable aujourd'hui de monter une personne, va dire que les équipements de News 24 ont été volés dans un magasin. Ça, ce n'est pas un aveu, ça c'est un témoignage. Un aveu, c'est lorsque moi-même je suis au centre. Permettez qu'il finisse. Oui, c'est-à-dire que la seule preuve, lorsqu'on fait l'administration de la justice, ne doit pas se limiter à l'aveu. On parle de la gestion des fonds publics, des fonds de l'État, qui sont logés dans le trésor public, c'est-à-dire l'État a des comptes bancaires. Ceux qui allèguent ces faits font bien, puisqu'ils nous permettent en tant que citoyens d'être éclairés sur la manière dont les fonds publics sont dilapidés. Mais il faut qu'on nous apporte des preuves que voici, l'argent est sorti de tel compte du trésor public pour créditer tel compte d'un concessionnaire de voitures pour qu'il va donner tel nombre de voitures à telle catégorie de fonctionnaires de l'État. Là, c'est rationnel. Et puis, il y a des ordres de paiement. Vous savez, cher Denis, des matières sur lesquelles je travaille. Il y a 3 institutions qui gèrent les dépenses publiques, la chaîne de la dépense. Il y a le ministère du Budget, le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo. C'est là où c'est le cerveau moteur dans la chaîne de la dépense publique. Maintenant, s'il y a un ordre de paiement
qui vient par exemple du chef de l'État ou d'une autorité qui n'a pas la qualité de le faire dans le cadre d'espèces et que les fonds sont sortis, c'est comme ça, c'est le débat, puisque cette émission doit permettre aussi à ceux qui nous suivent d'acquérir la connaissance, la culture et le savoir dans comment les institutions de l'État fonctionnent. Nous ne pouvons pas nous venir ici faire les débats des politiciens, c'est-à-dire les politiciens dans les terrains politiques, comme ce qu'on appelle les intrigues. Non, en politique, entre les politiciens, il y a les intrigues, il y a les coups bas entre les politiciens, entre eux, puisqu'il y a l'un qui veut griller l'autre, etc. Mais nous sommes ici, nous sommes des juristes, nous sommes des journalistes. C'est-à-dire quand nous venons ici, nous devons aider notre population à comprendre comment ces débats durent depuis, je crois, 1 mois. Et il n'y a aucune preuve. Ça finit toujours pas. Et il n'y a aucune preuve. Moi, mon problème, c'est... On ne doit pas s'éterniser. On ne doit pas s'éterniser sur ça. Mais vous ne pensez pas, Maître Guy, que c'est dû à... Donc, le problème des Jeep ici, c'est un vol d'État. Nous devons être... Vous savez, avec la souffrance que les Congolais a traversée, moi, ça m'étonne qu'aujourd'hui, même sur la place publique, vous voyez des gens en train de défendre des choses pour lesquelles lui ne tirera jamais profit de ça. Le problème de Jeep ici, vous vous souvenez, Denis, lorsque nous sommes à la création de l'Union sacrée, il y a eu différentes déclarations des députés. Finalement, l'Union sacrée est mise en place. Vous savez que le problème de Jeep ici, il y a des vidéos qui existent, des émissions qui existent. Déjà en son temps, il y a eu un certain nombre de députés qui, dans leurs interventions, ont parlé de la Jeep. Et aujourd'hui, la Jeep, et aujourd'hui, les Jeeps sont là. Oui. Bon, moi, je suis en train de me poser seulement la question. Mais quel est le problème? Est-ce que le problème, c'est que le chef d'État puisse donner, ou le problème, c'est nos députés aient quand même moins de locomotion? Non, bon, il y a, dans tous les cas de figure, il y a des problèmes. Si le chef de l'État fait son don à titre privé, mais pourquoi les médias doivent en parler? Si les médias en parlent, c'est parce qu'il y a eu un problème. Parce que nous avons eu des audios du président de l'Assemblée nationale qui a parlé là-dessus. Qui ont été contredits par quoi? Mais écoutez, ce sont des prêts. Denis, le président Mbosso est le porte-parole par excellence de cette assemblée-là. Mais l'assemblée est un porte-parole. Mais oui, l'assemblée est un porte-parole. Mais comprenez mon langage. Il est le président par excellence. C'est lui qui engage l'assemblée. C'est lui qui est le chef de corps. Vous croyez que le chef de corps vient, nous connaissons notre pays, il vient, il parle, et puis demain matin, on vient avec un communiqué pour endormir le peuple. Non, Denis, nous disons non. Mais dans les cas d'espèce, nous n'avons pas de preuves. Non, mais c'est quoi que... Mais écoutez, c'est quoi que vous appelez une preuve? N'est-ce pas que nous tous avons suivi les députés défiler? Il y a un député qui était passé pour dire que les véhicules là qu'on leur a donné, c'est un véhicule de travail. Je préfère taire son nom pour ne pas faire sa publicité. Il y a un autre député qui était passé aux médias, les émissions existent pour dire que nous achetons ce Jeep-là à crédit. Oui, comme d'habitude. Et finalement, non, mais Denis, mais même lorsqu'on parle de crédit, pourquoi le crédit doit être comme d'habitude pour une classe donnée et devant la situation que nous courons? Vous savez, ça représente 25 millions. C'est aussi l'efficacité de nos institutions. Non, mais regarde, Denis, on a commencé notre première thématique ici sur le catastrophe. Mais là, il n'y a pas d'efficacité. L'efficacité, c'est seulement dans les Jeeps. Et pourquoi seulement les Jeeps? Est-ce que vous croyez que partout ici dans le monde, ici, les députés vous promènent avec des Jeeps de 50 000? Mais on pouvait leur acheter à la rigueur. Si réellement nous avons le souci de cette population, on pouvait leur acheter des Hyundai. 7 000, 8 000 dollars. Pourquoi seulement les Jeeps? Pourquoi seulement les Jeeps? Et dites-moi maintenant, avec les 25 millions qui sont sortis, c'est budgétisé où? Dans quelle ligne budgétaire on va retrouver ces dons-là? Ah ben Eric Mwamba, qu'est-ce que vous en dites? Parce que est-ce que vous êtes, je vous vois déjà, c'est comme si ça vous gêne un peu cette histoire de Jeep. Parce que vous pensez que le chef d'État avait raison, ou Mbosso a raison, ou c'est le porte-parole du gouvernement qui a raison, ou certains des députés qu'on a cités. Bon. Où est la vérité dans tout ça? Vous qui faites des enquêtes sur place. Oui, moi j'aimerais parler ici en tant que journaliste d'investigation, oui, dont le travail a comme soubassement la présentation de la preuve. Voilà. C'est-à-dire, il y a les allégations des faits, la vérification et la présentation des preuves.
dans ces dossiers, je n'aimerais pas tomber dans le sensationnel, parce que j'ai comme l'impression que c'est plus du sensationnel. Pourquoi je dis ça? Puisque, personne n'a présenté la preuve des sorties des fonds. Puisque, en tant que journaliste d'investigation, lorsque les fonds de l'État sont sortis du trésor public, les gens qui allèguent ça, qui apportent ça sur la place publique devraient être capables. Sinon, nous poursuivons nos propres enquêtes, puisqu'une enquête peut durer un mois, 2 mois, 6 mois, etc., une année ou plus. Sinon, nous poursuivons nos enquêtes. Les jours que nous aurons bouclé nos enquêtes, nous reviendrons ici pour présenter. Mais au stade actuel, puisque les enquêtes journalistiques se font aussi sur base des hypothèses. L'hypothèse, c'est un matériel qui permet aussi, un matériau qui permet aussi de lancer des enquêtes journalistiques. Ici, je pense qu'il y a plus de sensations, puisque on n'a aucune preuve à ce jour que les fonds sont sortis du trésor public pour acheter ces jeeps, que ce soit par l'Assemblée nationale ou par le chef de l'État. On n'a aucune preuve à ce jour. Donc, l'audio qui a circulé du président de l'Assemblée nationale doit être encore aussi authentifié. Parce que c'est contredit par... doit être authentifié, parce que c'est ça la démarche. Hein, la démarche moi, je parle en tant que journaliste d'investigation. C'est ça la démarche dont nous devrons être capables. Puisque aujourd'hui, avec le logiciel, n'importe qui peut imiter ta voix. Nous avons des preuves. Donc, maintenant, cela dit, j'aimerais faire mon analyse personnelle. Par l'absurde. J'aimerais y aller par l'absurde, ok? Si jamais le président de la République était impliqué dans l'octroi des DIP aux députés, ça c'est mon analyse personnelle, moi je pense que ce n'est qu'une démarche rationnelle. Pourquoi je dis ça? Puisque tout concessionnaire aimerait avoir des garanties. Si on donne des DIP, 500 DIP aux députés, puisque n'oublions pas que les députés ont toujours pris des choses à crédit. Je travaille dans ces parlements sur plusieurs aspects. Les députés ont toujours payé des maisons à crédit, payé des ordinateurs à crédit, des véhicules à crédit. Mais dans le cas d'espèces, aucun concessionnaire ne donnerait 500 DIP ou un nombre X de DIP à notre Assemblée nationale dans le contexte actuel politique de la RDC sans la garantie du chef de l'État. Pourquoi je dis ça? Puisque n'oublions pas que cette Assemblée nationale est menacée de dissolution à tout moment. Donc, c'est mon analyse personnelle. Ça, c'est quand même grave. C'est mon analyse. C'est quand même grave que tu affirmes des choses comme ça. Permettez-moi de faire mon analyse. Permettez-moi de faire mon analyse. Si j'étais concessionnaire, vous venez me contacter pour que je... Là, il y a aspect confiance. Non, puisque les DIP, si... Prenons l'hypothèse. Je dis, je pars par hypothèse et par absurde. Prenons l'hypothèse que les DIP sont achetés à crédit. Et que moi, je suis concessionnaire, mais je vais vous demander de me donner la garantie. Et la garantie, dans le cas d'espace, c'est le chef de l'État. Pourquoi? Puisque cette Assemblée nationale peut être dissoute. Au cas où l'Assemblée nationale, je suis dans les hypothèses, au cas où l'Assemblée nationale est dissoute, qui va payer? Puisque les députés ont déjà pris les DIP, ils sont partis. Il faudrait bien, comme dans n'importe quelle entreprise, que les directeurs des ressources humaines disent, donnez-leur les DIP, donnez-leur les ordinateurs. Que direz-vous à quelqu'un qui dit déjà qu'ils sont bien payés, ils sont payés à temps, ce sont les fonctionnaires de l'État qui ont beaucoup d'argent, pourquoi leur donner encore des faveurs, des crédits et tout le reste? Vous trouvez ça... Mais s'ils sont bien payés, c'est la raison de plus pour qu'ils prennent... Pour qu'on leur donne encore d'autres faveurs. Non, c'est la raison de plus pour qu'ils prennent des DIP, puisqu'ils payent avec leur argent, puisqu'ils ont le pouvoir. Alors quand toute la population croupit et que vous pensez que c'est bien l'enseignant, si demain... On peut donner des crédits aux enseignants. Bien sûr. Garantie avec quel salaire? Ce sont des fonctionnaires de l'État. Si demain mais ce que je voulais dire, cher Denis, c'est très important ce que je veux dire. C'est-à-dire que le chef de l'État, au moins, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Maître Guy a parlé du statut du chef de l'État. Lui, au moins, il peut dire, ok, donnez-leur la DIP, n'ayez pas peur que les députés... Un député peut mourir. Qui va payer? Au cas où les députés mourraient. Mais pourquoi d'abord le donner? Est-ce qu'il y a urgence?
Est-ce qu'il y a urgence? Non, mais moi je suis dans des hypothèses. Ouais. S'ils prennent avec leur argent, c'est normal. S'ils disent, ok, négocier. Vous savez, cher Denis, les concessionnaires des Jeeps doivent vendre leurs marchandises. S'il y a un citoyen, un fonctionnaire de l'État, les enseignants, les magistrats, les médecins, qui peuvent négocier sous la garantie de l'État. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne leur ferait pas cette faveur-là si l'État doit se porter garant pour qu'on le leur donne. Moi, je pense que ça, ce n'est même pas un débat. Un débat, c'est trop bas de faire un débat alors qu'on a des problèmes de politique publique, des problèmes de réformes importants. Et même des problèmes sociaux, hein? On fait des problèmes sociaux, il y en a plein. Oui, on fait des débats sur les Jeeps de députés. Moi, je pense que Maître Guy, l'argent n'est pas sorti du trésor public. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils méritent parce qu'ils sont bien payés? Ils ont leur argent. Ils peuvent prendre. Est-ce que l'argent est sorti du trésor public, oui ou non? Non, vous savez, je crois là même Maître Guy n'a pas de preuves. Je crois que je comprends la difficulté de mon frère Eric. C'est comme ça. Dans cette question ici, il a tournoyé jusqu'au point de ne même pas trouver une voie de sortie. Est-ce que l'argent est sorti? Et il est resté mais il a posé la même question. Est-ce qu'on a des preuves que l'argent est sorti? Donnez-moi mon temps d'antenne. Moi, je vous pose la question, vous répondez aussi. Non. Nous pouvons nous poser des questions entre nous. Ok, il n'y a pas de problème. Depuis que j'ai commencé à débattre avec mon frère, c'est parmi les rares moments où je le vois en difficulté au point où il ne sait par quelle voie sortir. Mais il a posé des questions. Mais avant cela, est-ce que nous avons avant d'aller sur sa question, je voudrais d'abord fixer les choses. Parce qu'il a fait des déclarations ici que je ne peux pas laisser passer ça comme ça. Première chose, je voudrais que nous puissions retenir ceci. Le chef de l'État n'est pas un commissionnaire d'une maison au coin qu'on veut vendre, et si vous n'arrivez pas à négocier parce que vous êtes parlementaire ou bien ministre, vous envoyez le chef de l'État pour aller donner une garantie. Je vous ai dit ici lorsque j'ai commencé, le président de la République, c'est une institution. En tant que tel, il n'y a aucun texte juridique. Il n'y a aucun texte juridique au Congo qui octroie au président de la République le pouvoir d'aller donner des garanties lorsque une institution du pays veut acheter ou bien veut passer de marché de manière... Non, mais parce que... Non, je suis en train... Non, ce n'est pas... Non, mais Denis, les hypothèses, lorsque vous les placez, c'est pour faire quoi? C'est pour que votre cheminement d'idées puisse aller de manière logique. Alors, vous ne pouvez pas poser déjà des hypothèses qui n'existent même pas. Le confrère dit ici, le chef de l'État, donc la meilleure personne à donner la garantie devant des sociétés qui vendent des véhicules, ne peut être que le chef d'État. Mais ce pouvoir-là lui est dévolu où, par qui, quand et dans quelle constitution? Donc, vous voyez déjà que, partant de cette hypothèse-là, le confrère est totalement à côté. Donc je voudrais que nous puissions noter ça, que le chef de l'État n'est pas un commissionnaire des véhicules. Mettons ça à côté. Deuxième chose, mon confrère ici parle de quoi ça? De preuves. Mais plus d'une fois, j'en viens, plus d'une fois, je vous ai dit ici, il n'y a pas une preuve en droit qui dépasse l'aveu. Ici, nous parlons des députés. Mais les gens que je vous ai cités là, ils sont 3 ou 4. Mais ce sont des, y compris Mbosso qui est le chef de corps. Ils sont des... J'en viens. Denis, j'en viens. N'avait pas être un faux témoignage. J'en viens. Donc, nous devons fixer les choses. Nous fixons les choses en disant que ici, si nous cherchons, nous voulons chercher des preuves, c'est-à-dire en d'autres termes, voilà comment moi je comprends, c'est comme si nous voulons dissuader cette situation. Or, nous sommes en train de parler pour que le Congo d'aujourd'hui puisse changer, que nous puissions travailler sur des valeurs. Troisième chose, vous parlez de la preuve. Vous voulez voir là où l'argent est sorti. Mais moi, je reviens maintenant avec une solution. Parce qu'il y a eu l'aveu, parce que les parlementaires acceptent. Nous voyons, il y a un camp qui disent que non, nous allons les avoir, nous allons payer, nous allons. D'ailleurs, il y a même un parlementaire qui a parlé, il dit que non, on va payer par crédit. Quand on lui dit le crédit là, comment vous allez payer, il ne sait même pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qui prend un crédit, mais lui-même il ne sait même pas comment il va procéder avec ce crédit là. Donc c'est le mensonge. De l'autre côté, mais je vous dis, je vous cite son nom sur Top Congo, allez voir. Eliezer
sincère. Ils ne savaient même pas. Le crédit là, c'est à une période, voilà, à une échéance de combien, à une période de combien. Il ne connaît pas. Mais un député. De l'autre côté, nous avons vu certains députés. Mais lorsque toi tu arrives d'abord à accepter un crédit. Nous tous, nous travaillons avec les banques. C'est pas tout le monde qui va accepter. Non, exactement. Mais dans le cas d'espèce ici, lui a accepté parce qu'il est parmi les gens qui défendent cette histoire de de Jeep. De l'autre côté, nous avons vu des députés passer pour dire que eux ne vont pas les avoir. Et puis finalement, il y a eu un communiqué du Parlement qui est sorti. Alors, devant cet état des choses, lorsque vous parlez de l'argent, si vous avez déjà vu l'argent, mais pourquoi par exemple, si on veut être vraiment rationnel, pourquoi par exemple on ne demanderait pas au procureur de la République d'enquêter? Deuxième chose, c'est à lui de le faire. Mais justement, non, mais oui, il n'a pas fait, mais la population a le droit. C'est dans le cadre lorsqu'on vient, on dénonce. Si le procureur n'a pas fait, la population peut suivre. Ça c'est un, deux. Pourquoi par exemple l'IGF ne tomberait pas sur ce dossier-là? Parce qu'au moment où je vous parle, Hyundai a déjà sorti une note qui stipule clairement qu'il a pris des engagements avec le gouvernement congolais concernant le problème des Jeeps. Alors, voilà. De quoi parlons-nous maintenant? Lorsque vous venez sur le plateau, vous dites, vous parlez de preuves. De quoi parlons-nous maintenant? Non, Denis, moi, mon problème, regarde, moi, je ne m'insurge pas sur le fait qu'ils peuvent avoir des Jeeps. Mais tout ce que je demande ici, je demande la rationalité dans le pays. Je demande à ce que les avoirs du pays puissent être distribués équitablement, parce que nous sommes dans un pays où les gens, mais Denis, quand on nous dit qu'au Congo les gens souffrent, comprenons-nous cela ou bien nous faisons, est-ce que vous savez qu'à l'hôpital Sana par exemple, moi je vous parle ici, jusqu'à la semaine passée, les gens venaient avec des corps, ils arrivent comme ça, les infirmiers sont en grève, ils ne veulent pas recevoir, et on prend un corps de quelqu'un, mettez-vous à la place de cette population, je viens avec ma mère qui est morte, quand j'arrive, je ne sais pas l'amener à la morgue parce qu'on ne travaille pas, et je dois retourner avec ma mère dans un moto derrière mon dos. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que nous avons encore le souci de ce peuple-là? Alors pour moi, le problème des Jeep ici, nous devons avoir l'habitude, nous Congolais maintenant, de décourager tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est injustice. Ce n'est pas un problème de sensationnalisme. Maîtrisez-vous. Ce n'est pas un problème de sensationnalisme. Moi, j'ai étonné que vous se parlez de sensationnalisme par rapport à quoi? Dans les émotions, mais je voulais tout simplement, j'ai entendu quelque chose, vous avez dit, Hyundai a dit, le gouvernement. Mais oui, je peux vous produire le document là. Tant que je finisse, le gouvernement congolais a signé un accord avec eux. Mais c'est tout à fait normal. Mais Denis, là, il n'y a pas de chef d'État. Non, mais regarde, si. Parce que le problème, c'est que le chef d'État n'a pas débloqué. Ça, c'est ce que. Non, ici, nous ne parlons pas du chef de l'État ou quoi là. Mais moi, ça m'étonne. Pourquoi vous insistez toujours sur le fait que chez le chef. La personne qui a parlé du chef de l'État ici, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas la population congolaise, mais c'est un chef de corps. Mais curieusement, vous ne vous attaquez pas à ce chef de corps-là. Vous voulez vous attaquer à l'opinion publique. C'est un chef de corps qui a parlé. Éric Mwamba, c'est un chef de corps. Que Maître Guy vient de... il insiste sur l'aspect de la vie sociale de la population. Les gens souffrent au Congo. Des différentes crises qui en République démocratique. Où est-ce qu'ils ont trouvé ces 27 millions-là? Tout le reste. Et vous ne pensez pas qu'on pouvait... Dans un pays où un député, il touche 4 000. Ils sont parmi... Pouvez-vous mettre... Denis, donnez-moi une minute, je vais terminer. Il va récupérer un montant d'antenne. Attends que lui... Non, il va récupérer un montant d'antenne. On a fait plus de 3 minutes déjà avec toi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut... Non, moi je suis pour la gestion rationnelle des fonds et la distribution équitable. Ce qui ne se fait pas. Non, ça c'est le principe. Je pose les principes. Ouais. Je suis pour la gestion rationnelle, la distribution équitable des ressources entre tous les citoyens, mais je suis aussi pour la redevabilité, la transparence dans la gestion. Et lorsque on mène un débat sur la gestion des ressources naturelles, des ressources du pays, et de l'argent, des fonds publics, les débats ne doivent pas, la preuve ne doit pas être l'aveu. La preuve doit être aussi les pièces comptables. C'est-à-dire, parce que si on fonde la justice rien que sur l'aveu, l'aveu peut être aussi un faux témoignage. Puisque je suis capable aujourd'hui de monter
une personne va dire que les équipements de News 24 ont été volés dans un magasin. Ça, ce n'est pas un aveu, ça c'est un témoignage. Un aveu, c'est lorsque moi-même je suis au centre. Permettez qu'il finisse. Oui, c'est-à-dire que la seule preuve, lorsqu'on fait l'administration de la justice, ne doit pas se limiter à l'aveu. On parle de la gestion des fonds publics, des fonds de l'État, qui sont logés dans le trésor public, c'est-à-dire l'État a des comptes bancaires. Ceux qui allèguent ces faits font bien, puisqu'ils nous permettent en tant que citoyens d'être éclairés sur la manière dont les fonds publics sont dilapidés. Mais il faut qu'on nous apporte des preuves que voici, l'argent est sorti de tel compte du trésor public pour créditer tel compte d'un concessionnaire de voitures pour qu'il va donner tel nombre de voitures à telle catégorie de fonctionnaires de l'État. Là, c'est rationnel. Et puis, il y a des ordres de paiement. Vous savez, cher Denis, c'est des matières sur lesquelles je travaille. Il y a 3 institutions qui gèrent les dépenses publiques, la chaîne de la dépense. Il y a le ministère du Budget, le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo. C'est là où c'est le cerveau moteur dans la chaîne de la dépense publique. Maintenant, s'il y a un ordre de paiement qui vient par exemple du chef de l'État ou d'une autorité qui n'a pas la qualité de le faire dans le cadre d'espèces et que les fonds sont sortis, c'est comme ça, c'est le débat, puisque cette émission doit permettre aussi à ceux qui nous suivent d'acquérir la connaissance, la culture et le savoir dans comment les institutions de l'État fonctionnent. Nous ne pouvons pas nous venir ici faire les débats des politiciens, c'est-à-dire les politiciens dans les terrains politiques, il y a ce qu'on appelle les intrigues. Non, en politique, entre les politiciens, il y a les intrigues, il y a les coups bas entre les politiciens, entre eux, puisqu'il y a l'un qui veut griller l'autre, etc. Mais nous sommes ici, nous sommes des juristes, nous sommes des journalistes. C'est-à-dire quand nous venons ici, nous devons aider notre population à comprendre comment ces débats durent depuis, je crois, 1 mois. Et il n'y a aucune preuve. Ça finit toujours pas. Et il n'y a aucune preuve. Moi, mon problème, c'est... Non, mais on ne doit pas s'éterniser sur ça. Mais vous ne pensez pas, Maître Guy, que c'est dû à cet État, à cette union sacrée qui ne fonctionne presque pas? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore croire, ou les chefs d'État continuent à croire à l'union sacrée? Bon, Denis, moi l'union sacrée, là, je crois que vous connaissez ma position là-dedans. Je vous avais dit depuis longtemps que je ne crois pas à cette histoire de l'union sacrée. Et voilà maintenant les conséquences de l'union sacrée. Et regarde, quand mon frère parle de preuves, moi je ne sais pas, moi je ne dis pas qu'en justice il n'y a que l'aveu. Mais on vous dit que la preuve la plus meilleure qui puisse exister, c'est l'aveu. Un aveu n'est pas un témoignage. Quand moi j'ai un problème en justice, l'autre vient témoigner, là ça devient témoignage. Et on peut vous condamner pour faux témoignage. Mais lorsque moi, je me retrouve comme acteur principal de la chose, et, vous pensez pas et je sors moi-même, mais attendez, c'est absurde. Parce que à entendre la logique d'Éric, quelque part, je me dis... C'est pas le dysfonctionnement de cette union. Non, ce n'est même pas le dysfonctionnement. Ce n'est même pas le dysfonctionnement. Entendre le raisonnement d'Éric, c'est comme si cette histoire d'Égypte, finalement, n'existe même pas. C'est comme si, tel que je suis en train de voir, il est en train de présenter les faits. Ça existe, oui, mais il y a des hypothèses. Si ça existe, regardez, nous courons un pays où il y a beaucoup de corruption. Nous courons un pays où il y a des trucs sur le plan financier, donc qui dépassent tout entendement. Nous disons ceci, aller à ce stade ici, faire des enquêtes pour tomber dans des supputations, s'il y a, ça ne sert pratiquement à rien. Nous avons des institutions, que l'IGF descend de là-bas. Mais ce qui est vrai, nous avons vu les acteurs, les bénéficiaires de ce fameux crédit-là. Parce que jusque-là, même les députés même ont parlé du crédit. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore nominé la banque qui leur a donné le crédit. Ça pose aussi problème. Eux-mêmes, ils ont dit que l'affaire d'Égypte existe. Et les Égyptes sont déjà là. Donc, l'affaire d'Égypte existe. Mais non plus là-bas. Vous ne croyez pas à l'union sacrée? Oui, l'union sacrée, je vous avais déjà dit. Regarde, Denis. Plus nous évoluons, plus l'espoir avec cette union sacrée est en train de s'envoler. Je vous avais dit ici sur le plateau, après 100 jours, nous allons revenir pour parler de l'union sacrée. Est-ce qu'on a déjà fait 100 jours déjà pour le gouvernement? Ah, mais c'est presque 100 jours.
C'est presque 100 jours. Pas encore, bon, c'est à peu près. Mais déjà, quand vous regardez la configuration de cette union sacrée, vous voyez les problèmes, les différents problèmes qui se trouvent là-bas. À l'heure actuelle, lorsque vous regardez dans l'union sacrée, les partenaires entre eux, ils ne s'entendent que de façade. Ils ne s'entendent que de façade. Vous avez d'un côté... Mais oui, vous avez d'un côté, vous avez vu avec les députés de Katumbi. Récemment, ils sont allés à Lumbashi. Ils ont fait un communiqué. Quand vous regardez le communiqué là est en train de contredire un certain nombre de choses et ils étaient même prêts à quitter l'union sacrée. Vous avez de l'autre côté les partenaires, les PPRD et consorts. Regardez ce qui se passe. Vous avez de l'autre côté, avec les différents partis politiques, c'est comme s'il n'y a pas encore une coalition. Récemment ici avec le Sénat, n'est-ce pas que l'union sacrée est majoritaire au Sénat? Mais avec la loi, l'immunité de Matata. Maintenant, là, ce n'est plus le Sénat. Parce que le Sénat s'est déjà prononcé. On va me dire que non, c'était le vote. Oui, c'était le vote. Mais qui ont voté? Ce sont les députés, les sénateurs de l'Union sacrée. Mais finalement, Matata n'est pas parti. Maintenant, là, si Matata va se retrouver en justice, ça ne sera pas par l'effort ou si pas par l'accord du Sénat, mais ça sera parce que la justice a entamé une autre procédure où le président de la Cour suprême a écrit maintenant, le projet général de la République a écrit maintenant au Sénat de voir dans quelle mesure on peut permettre que l'on commence l'instruction avec Matata. Donc déjà, ce n'est pas le Sénat. Vous descendez au niveau du Parlement. La loi d'habilitation, cette loi-là n'est pas passée. Mais qui sont majoritaires là-bas? Qui sont majoritaires là-bas? C'est l'Union sacrée. Merci Maître Guy, mais est-ce que Éric Mwamba, avec tout ce que Maître Guy vient de dire, est-ce que vous continuez ajoutez à cela les jeeps à l'Union sacrée? Non, l'Union sacrée est venue seulement pour... Est-ce que nous pouvons croire encore à l'Union sacrée? Bon, moi j'ai une autre façon de voir les choses, hein? C'est-à-dire quel était l'objectif de cette union sacrée. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours analyser, il faut permettre, nous ne faisons pas ces émissions pour nous. Nous faisons ces émissions pour les gens qui nous suivent, qu'ils puissent savoir ce qui se passe et qu'ils puissent acquérir la connaissance, les savoirs, la culture, la maturation, la maturité sur le fonctionnement des institutions. Quel était l'objectif de l'Union sacrée? L'objectif de l'Union sacrée, c'était de changer l'ordre établi. Pour quelle fin est-il? Dans cette perspective-là, okay? Pour moi, je pense que l'Union sacrée a déjà réalisé ses missions. Ça veut dire quoi? Quelle était la mission? Changer l'ordre établi. Mais maintenant, on est en train de rentrer. C'est comme si nous rentrons à l'ordre. J'en viens. Même le chef de l'État, c'est plein, vous savez. J'en viens. Ouais. Aujourd'hui, on a un gouvernement. L'Union sacrée toujours. On a un gouvernement aujourd'hui. Vous savez, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est la première fois qu'un Premier ministre dirige le Conseil des ministres. C'est là, vous avez suivi que maintenant, Samalou Kondé dirige le Conseil des ministres en l'absence du chef de l'État. Alors qu'à l'époque de Ilon Kamba, le gouvernement avait fait 53 conseils des ministres et tous les 53 conseils des ministres étaient dirigés par les chefs, présidés par les chefs de l'État, ce qui montre qu'il n'y avait pas la confiance entre le président et son premier ministre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Seulement le 3e conseil des ministres, déjà, du nouveau gouvernement a été présidé par le premier ministre. Le 4e conseil des ministres présidé par le premier ministre, ça veut dire que l'exécutif du pays est en symbiose en son sein. Le président de la République aujourd'hui a un gouvernement qui lui permet de gouverner le pays. Maintenant, la loi est claire. La loi dit que s'il y a une crise majeure qui s'installe entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République a la possibilité de dissoudre. C'est une disposition qui est dans la Constitution, dont on semble oublier, mais qui existe toujours dans la Constitution. En vous entendre parler, c'est comme si l'Union sacrée, vous ne croyez pas, donc c'est fini, la mission a été... Non, je dis c'est si le Parlement empêche la justice, là je parle sous le contrôle d'un juriste, il va nous dire... Qu'est-ce qui va se passer si le Parlement persiste à empêcher le fonctionnement de la justice? Puisque nous avons 3 pouvoirs. Judiciaire, législatif et exécutif. Et les 3 pouvoirs doivent fonctionner concomitamment dans l'intérêt de la population. Si le Parlement devient un obstacle, c'est-à-dire que le Sénat... Pour livrer les voleurs de la République. Pour livrer les voleurs. Là, j'aimerais que Maître Guy
qu'il y ait un juriste puisse éclairer l'opinion, pas moi, qu'il puisse éclairer la population. Bon, qu'est-ce qui va se passer si le Parlement persiste à empêcher le fonctionnement de la justice? Et de l'autre côté, nous avons un gouvernement qui est homogène, c'est-à-dire on a un Premier ministre et son chef de l'État qui sont en symbiose. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, Maître Guy, ça c'est déjà, ça vous concerne vous. Est-ce que vous pensez que c'est moralement, est-ce qu'il fallait garder en fait, protéger les voleurs de la République, comme nous les appelons ici, par les immunités et tout le reste? Est-ce que l'union sacrée, c'est comme si... qu'est-ce qui va se passer finalement, comme a dit Eric Mwamba, tu vois, si il persiste? Ouais, ben, tu vois même dans ce que Eric est en train de dire. Mais il se retrouve toujours bloqué. Regardez, regardez le raisonnement. Vous savez, le droit, la politique est mis en place pendant une période déterminée. J'ai suivi sa logique, pardon. Lorsqu'il dit, par exemple, il invoque les cas d'un conflit entre le Parlement et le gouvernement, au cas où on ne livrait pas tout et tout. Bon, qu'est-ce qui va arriver à cet État, à cette union sacrée qui ne fonctionne presque pas? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore croire, ou les chefs d'État continuent à croire à l'union sacrée? Bon, Denis, moi l'union sacrée, là, je crois que vous connaissez ma position là-dedans. Je vous avais dit depuis longtemps que je ne crois pas à cette histoire de l'union sacrée. Et voilà maintenant les conséquences de l'union sacrée. Et regarde, quand mon frère parle de preuves, moi je ne sais pas, moi je ne dis pas qu'en justice il n'y a que l'aveu. Mais on vous dit que la preuve la plus meilleure qui puisse exister, c'est l'aveu. Un aveu n'est pas un témoignage. Quand moi j'ai un problème en justice, l'autre vient témoigner, là ça devient témoignage. Et on peut vous condamner pour faux témoignage. Mais lorsque moi, je me retrouve comme acteur principal de la chose, et je sors moi-même, mais attendez, c'est absurde. Parce que à entendre la logique d'Eric, quelque part, je me dis... C'est pas le dysfonctionnement de cette union. Non, ce n'est même pas le dysfonctionnement. Ce n'est même pas le dysfonctionnement. Entendre le raisonnement d'Eric, c'est comme si cette histoire d'Égypte, finalement, n'existe même pas. C'est comme si, tel que je suis en train de voir, non. Il est en train de présenter les faits. Ça existe. Oui, mais il y a des hypothèses. Si ça existe, regardez, nous courons un pays où il y a beaucoup de corruption. Nous courons un pays où il y a des trucs sur le plan financier, donc qui dépassent tout entendement. Nous disons ceci, aller à ce stade ici, faire des enquêtes pour tomber dans des supputations, s'il y a, ça ne sert pratiquement à rien. Nous avons des institutions, que l'IGF descend de là-bas, mais ce qui est vrai, nous avons vu les acteurs, les bénéficiaires de ce fameux crédit-là. Parce que jusque-là, même les députés même ont parlé de crédit. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore nominé la banque qui leur a donné le crédit. Ça pose aussi problème. Eux-mêmes, ils ont dit que l'affaire d'Égypte existe. Et les Égyptes sont déjà là. Donc, l'affaire d'Égypte existe. Mais non plus là-bas. Maintenant, vous ne croyez pas à l'union sacrée? Oui, l'union sacrée, je vous avais déjà dit. Regarde, Denis. Plus nous évoluons, plus l'espoir avec cette union sacrée est en train de s'envoler. Je vous avais dit ici sur le plateau, après 100 jours, nous allons revenir pour parler de l'union sacrée. Est-ce qu'on a déjà fait 100 jours déjà pour le gouvernement? Ah, mais c'est presque 100 jours. C'est presque 100 jours. Pas encore, bon, c'est à peu près. Mais déjà, quand vous regardez la configuration de cette union sacrée, vous voyez les problèmes, les différents problèmes qui se trouvent là-bas. À l'heure actuelle, lorsque vous regardez dans l'union sacrée, les partenaires entre eux, ils ne s'entendent que de façade. Ils ne s'entendent que de façade. Vous avez d'un côté... Mais oui, vous avez d'un côté... Vous avez vu avec les députés de Katumbi. Récemment, ils sont allés à Lumbashi. Ils ont fait un communiqué. Quand vous regardez le communiqué là est en train de contredire un certain nombre de choses. Et ils étaient même prêts à quitter l'union sacrée. Vous avez de l'autre côté les partenaires, les PPRD et consorts. Regardez ce qui se passe. Vous avez de l'autre côté... avec les différents partis politiques, c'est comme s'il n'y a pas encore une coalition. Récemment ici avec le Sénat, n'est-ce pas que l'union sacrée est majoritaire au Sénat? Mais avec l'immunité de Matata. Maintenant, là, ce n'est plus le Sénat. Parce que le Sénat s'est déjà prononcé. On va me dire que non, c'était le vote. Oui, c'était le vote. Mais qui ont voté? Ce sont les députés, les sénateurs de l'Union sacrée. Mais finalement, Matata n'est pas parti. Maintenant, là, si Matata va se retrouver en justice, ça ne sera pas par l'effort ou si pas par l'accord du Sénat, mais ça sera parce que la justice a entamé une autre procédure où le président de la Cour suprême a écrit maintenant
le projet général de la République a écrit maintenant au Sénat de voir dans quelle mesure on peut permettre que l'on commence l'instruction avec Matata. Donc déjà, ce n'est pas le Sénat. Vous descendez au niveau du Parlement. La loi d'habilitation, cette loi-là n'est pas passée. Mais qui sont majoritaires là-bas? Qui sont majoritaires là-bas? C'est l'Union sacrée. Merci Maître Guy, mais est-ce que Éric Mwamba, avec tout ce que Maître Guy vient de dire, est-ce que vous continuez ajoutez à cela les jeeps à l'Union sacrée? Non, l'Union sacrée est venue seulement pour... Est-ce que nous pouvons croire encore à l'Union sacrée? Bon, moi j'ai une autre façon de voir les choses, hein, c'est-à-dire quel était l'objectif de cette union sacrée. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours analyser, il faut permettre, nous ne faisons pas ces émissions pour nous. Nous faisons ces émissions pour les gens qui nous suivent, qu'ils puissent savoir ce qui se passe et qu'ils puissent acquérir la connaissance, les savoirs, la culture, la maturation, la maturité sur le fonctionnement des institutions. Quel était l'objectif de l'Union sacrée? L'objectif de l'Union sacrée, c'était de changer l'ordre établi. Pour quelle fin est-il? Dans cette perspective-là, okay? Pour moi, je pense que l'Union sacrée a déjà réalisé ses missions. Ça veut dire quoi? Quelle était la mission? Changer l'ordre établi. Mais maintenant, on est en train de rentrer. C'est comme si nous rentrons à l'ordre. J'en viens. Même le chef de l'État, c'est plein, vous savez. J'en viens. Ouais. Aujourd'hui, on a un gouvernement. L'Union sacrée toujours. On a un gouvernement aujourd'hui. Vous savez, depuis que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est la première fois qu'un Premier ministre dirige le Conseil des ministres. C'est là, vous avez suivi que maintenant, Jean-Malou Condé dirige le Conseil des ministres en l'absence du chef de l'État. Alors qu'à l'époque de Ilon Kamba, le gouvernement avait fait 53 conseils des ministres et tous les 53 conseils des ministres étaient dirigés par les chefs, présidés par les chefs de l'État, ce qui montre qu'il n'y avait pas la confiance entre le président et son premier ministre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Seulement le 3e conseil des ministres, déjà, du nouveau gouvernement a été présidé par le premier ministre. Le 4e conseil des ministres présidé par le premier ministre. Ça veut dire que l'exécutif du pays est en symbiose en son sein. Le président de la République aujourd'hui a un gouvernement qui lui permet de gouverner le pays. Maintenant, la loi est claire. La loi dit que s'il y a une crise majeure qui s'installe entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République a la possibilité de dissoudre. C'est une disposition qui est dans la Constitution, dont on semble oublier, mais qui existe toujours dans la Constitution. En vous entendre parler, c'est comme si l'Union sacrée, vous ne croyez pas, donc c'est fini, la mission a été non, je dis c'est calée. Si le Parlement empêche la justice, là je parle sous le contrôle d'un juriste, il va nous dire qu'est-ce qui va se passer si le Parlement persiste à empêcher le fonctionnement de la justice? Puisque nous avons 3 pouvoirs. Judiciaire, législatif et exécutif. Et les 3 pouvoirs doivent fonctionner concomitamment dans l'intérêt de la population. Si le Parlement devient un obstacle, c'est-à-dire que le Sénat... Pour livrer les voleurs de la République. Pour livrer les voleurs. Là, j'aimerais que Maître Guy, qui est un juriste, puisse éclairer l'opinion, pas moi, qu'il puisse éclairer la population. Qu'est-ce qui va se passer si le Parlement persiste à empêcher le fonctionnement de la justice? Et de l'autre côté, nous avons un gouvernement qui est homogène, c'est-à-dire on a un Premier ministre et son chef de l'État qui sont en symbiose. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, Maître Guy, ça c'est déjà, ça vous concerne vous. Est-ce que vous pensez que c'est moralement, est-ce qu'il fallait garder en fait, protéger les voleurs de la République, comme nous les appelons ici, par les humilités et tout le reste? Est-ce que l'Union sacrée, c'est comme si... qu'est-ce qui va se passer finalement, comme a dit Éric Mwamba, tu vois, si il persiste? Ouais, ben, tu vois même dans ce que Éric est en train de dire. Mais il se retrouve toujours bloqué. Regardez le raisonnement. Vous savez, le droit, la politique est mis en place pendant une période déterminée. J'ai suivi sa logique, pardon. Lorsqu'il dit, par exemple, il invoque les cas d'un conflit entre le Parlement et le gouvernement, au cas où on ne livrait pas tout et tout. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'il y a, comme je disais, prenons l'hypothèse d'Éric. Il y a conflit. Ok? Je coupe court. Il y a conflit, le gouvernement avec le Parlement, ils ne s'entendent pas. Mais quand le gouvernement et le Parlement ne s'entendent pas, qu'est-ce qui arrive? Le président peut prendre des mesures, entre autres, dissoudre le Parlement. Ok? Mais maintenant,
Là, il parle d'une disposition constitutionnelle. Mais est-ce que vous savez, la Constitution dit clairement que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Ça, c'est la 3e année. Denis, souvenez-vous, je vous avais dit, l'année ici, c'est une année cruciale pour le président de la République. Alors, je crois que même lui-même, dans ses stratégies, il ne peut plus se permettre cet exercice-là, vu le facteur temps. Parce que si le Parlement est dissous, la Constitution dit, en cas de force majeure, oui, en cas de force majeure, mais tenez compte de l'aspect temps. La Constitution détermine le temps. Parce que, au cas où on dissout le Parlement, il y a un temps déterminé pour mettre un autre Parlement en place. Parce qu'il faudrait que la structuration constitutionnelle puisse être en place pour que le président fonctionne. Dis-moi, tel que vous voyez les choses aller, le président Félix peut dissoudre le Parlement et reprendre les élections dans les 3 mois ou bien dans les 4 mois. Avons-nous l'argent? Regardez les difficultés. Donc, c'est-à-dire, sur le plan pragmatique comme ça, il n'est pas question seulement d'invoquer la loi. Mais cette loi doit être pratique dans l'espace et dans le temps. Quand la loi n'est pas pratiquée dans l'espace et dans le temps, ça pose problème. Donc, il ne fera pas cet exercice-là. Moi, ce que je peux dire, à l'heure actuelle, avec la question de l'union sacrée, ok, je crois qu'il n'y a que 2 choses. Soit que le président, ça je suis en train de demander, qu'il arrête un peu beaucoup trop de déplacements, qu'il se focalise sur la politique interne, comme un entraîneur qui est en train de motiver ses joueurs afin que le match puisse bien se jouer. Le voyage ne l'empêche pas de maîtriser la situation. Non, le voyage peut l'empêcher. Pourquoi? Dans quel sens? Le président, quand vous comptez depuis qu'il a eu son mandat, au début on peut dire diplomatie ou quoi là-bas, mais il y a un temps en toute chose. Maintenant il est temps, parce que Denis, après cette année, on n'aura que 2022. On ne peut pas compter 2023 parce que 2023 c'est l'année électorale. Alors il est important, voilà, il est important que le président maintenant se focalise, qu'il mette une attention soutenue sur les institutions et notamment sur ce que lui-même a mis en place. Quoi ça dit? Donc là, vous dites que dissoudre, sinon, il y a possibilité de dissoudre. Non, dissoudre, il y a possibilité, mais la praticabilité maintenant, parce qu'il faut regarder le temps. Ça, c'est presque la 3e année. Si dessous maintenant, la Constitution parle de 3 ou bien 6 mois, j'ai perdu un peu. Oui, 3 mois pour mettre en place. Mais on va organiser les élections du législatif avec quels moyens? Dans les moyens, le Congo en a. Ouais, bon, ça, ce sont des moyens fictifs. Je crois que le moyen, nous avons le moyen, mais il ne faut pas confondre les moyens avec les potentialités. Nous avons un budget de combien? Regardez, on a parlé de catastrophes ici. Vous voyez la difficulté que le gouvernement a? Pour aller un peu vite, parce que nous risquons de nous éteindre. Qu'est-ce que vous avez dit, moi, je pense que le président, le problème de temps ne se pose pas puisqu'il y a le principe de la continuité de l'État. C'est-à-dire on ne doit pas définir l'État congolais par rapport à Félix Tshisekedi. L'État congolais est défini par rapport au principe même de sa continuité au-delà des individus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République peut toujours dissoudre l'Assemblée nationale puisque n'oublions pas que nous étions dans une gouvernance de surfacturation. Tout ce qu'on nous présentait comme montant même en ce qui concerne les élections, c'était des montants surévalués. Donc aujourd'hui, on peut dissoudre cette Assemblée nationale si c'est nécessaire et puis organiser de nouvelles élections. Deuxième chose concernant le temps, mais le président de la République, il vient de dire qu'il a sa vision, il va la réaliser lors de son 2e mandat. Il vient de dire ça, c'est-à-dire qu'il est conscient, il vient de dire ça. Donc il assure déjà qu'il sera réélu. Il vient de le dire. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des investisseurs majeurs, notamment l'Australien Fortescue Metals Group, de Andrew Forest qui sont au Congo aujourd'hui pour investir massivement dans le cas de Inga, du secteur minier, du secteur forestier, etc. Et quand vous voyez ces genres d'investisseurs de ces gabarits autour du chef de l'État, mais ça vous assure puisqu'il ne va pas il va dire à la population, écoutez, j'ai déboulonné l'ancien système, comme je vous avais dit, qui ne permettait pas de mettre en place des politiques publiques dans l'intérêt
de la population. Et maintenant, donnez-moi la chance, donnez-moi un parlement qui me permet de gouverner. Mais c'est un discours qu'il va toujours tenir. Voilà, on a dit que le temps qui nous est imparti commence à nous chasser derrière. Notre dernier point, c'est justement les accords bilatéraux entre Kagame et son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est les deux pays, pratiquement, on dit souvent en guerre, mais il y a des gens qui voient ça d'un œil un peu... des gens qui doutent un peu. Est-ce que vous pensez, Eric Mwamba, que c'est quelque chose de possible? Moi, j'aimerais que tu commences par Maître Guy. Par Maître Guy. Et je vais intervenir après. Mais si vous voulez que je commence, je vais le Maître Guy. Non, il peut commencer. Non, mais non, écoute, la question est ouverte, Maître Guy. Qu'est-ce que vous pensez? Si Maître Guy, en 2018, oui. J'ai écrit un article que malheureusement mon téléphone était fermé. Ouais. J'ai écrit un article. J'essaie d'ouvrir si ça s'ouvre avant que je ne finisse. Je vais montrer. J'ai écrit un article en 2018 qui a été publié dans le Grand Journal au mois de mai 2018. Félix Tshisekedi n'était pas président. Et dans cet article, je parle du commerce transfrontalier entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, dans lequel ces pays gagnent plus que la RDC. Tout simplement puisque la RDC n'est pas membre de la communauté économique de l'Afrique de l'Est. Et en 2018, moi, dans mon article, j'ai préconisé que la RDC adhère, puisqu'aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup de nos géopolitologues préférés nous dire que non, Félix Tshisekedi fait adhérer les pays dans la communauté économique de l'Est, puisque c'est instrumentalisé pour Kagame. Mais moi, quand j'ai préconisé ça en 2018, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République, c'était à l'époque du président. D'ailleurs, le Grand Journal parlait des gagnants-gagnants. Des gagnants-gagnants. Et pourquoi j'ai dit ça? Et aujourd'hui, les accords bilatéraux, cher Denis, entre le Rwanda et la RDC. Mais c'est dans l'intérêt de la RDC. Pourquoi je dis ça? Puisqu'il y a une économie de contrebande qui a été mise en place dans la sous-région par le Rwanda. Et vous savez que dans cette économie de contrebande, tout le monde achète les minéraux de la RDC au Rwanda. À partir du Rwanda, la RDC n'a aucune possibilité de poursuivre le Rwanda, puisque le processus de Kimberley est très compliqué. Tout le monde achète là-bas. Alors le Rwanda soutient les groupes armés pour favoriser cette contrebande, puisqu'il n'y a pas d'accord. Avant que vous puissiez retrouver l'article en question, oui, nous laissons Maître Guy en fait nous dire un peu qu'est-ce qui fait que ces accords-là, vous puissiez douter de cela. Vous pouvez dire que la population ne va pas suivre ou ne va pas avaliser cela. Je ne dis pas que la population ne va pas suivre, je ne veux pas prendre cette charge-là, mais je suis quand même au désarroi de constater que, encore une fois de plus, nous, Congolais, nous sommes habitués à faire des choses toujours comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans ces accords? Denis, moi, je suis quand même écœuré de voir que la situation qui se passe à l'Est, tous les Congolais connaissent. Hormis la connaissance que nous avons, il y a eu beaucoup de rapports sur tout ce qu'on a décrié, tout ce qu'on est en train de décrier, et il y a eu des acteurs qui ont été nommément cités dans cette histoire. Alors, voilà pourquoi je suis écœuré. Je suis quand même écœuré de voir que parmi nous, il y a quand même des Congolais qui pensent que on peut sauter du coq à l'âne comme ça. Donc, sans même demander pardon, sans même qu'il y ait des gestes des gestes de réconciliation, ouais, mais que curieusement vous puissiez vous mettre comme ça pour parler déjà des accords économiques, parce qu'il y a eu contrebande, parce que mais posons-nous la question. Le confrère Eric a dit ça clairement, qu'il y a eu contrebande, et pour la première fois Eric vient de citer, comme les autres rapports internationaux, le Rwanda, nommément le Rwanda. Ici je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez que quand le président Félix est béni au pouvoir, parmi les aspects dans beaucoup de ses discours, s'il y a eu des aspects pour lesquels il a invoqué ça devant les Congolais, et puis finalement les gens
ont refusé, je ne dis pas que c'était toute la population, mais cette représentation de la population-là a refusé catégoriquement devant le président. C'était lorsqu'il a abouti, il a parlé du Rwanda. Donc, si vous prenez cet échantillonnage-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais tous les Congolais savent que nous avons quand même un problème avec le Rwanda et que le Rwanda ne fait que nous donner des coups et surcoups. Bon, maintenant, nous avons l'état des sièges là-bas. Maintenant, nos ennemis sont identifiés, comme Eric a dit là-bas, que c'est le Rwanda qui est instrumentalisé, et ce n'est un secret pour personne. Alors, vous pensez que vraiment, moi, je suis là, quelqu'un vient, il tue mes frères, il détruit toute ma famille, et puis demain matin, je commence par cet aspect-là moral, et puis demain matin, mon président vient et dit que non, bon, c'est fini cette histoire-là. Maintenant, nous passons aux affaires gagnant-gagnant. Première chose, c'est juste une alternative, une hypothèse que je suis en train de poser. Première chose, sur le plan maintenant de relations internationales, vous savez, les États n'ont que deux choses pour lesquelles tous poursuivent lorsqu'il s'agit de relations bilatérales. Premièrement, les intérêts. Parce que les États n'ont pas d'amis entre eux. Si ce n'est des intérêts. Deuxième chose, la protection de ces intérêts. Pour ne pas parler encore du territorial ou quoi là-bas, la protection de ces intérêts. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que le Rwanda n'a pas d'or, le Rwanda n'a pas de coltan, le Rwanda. Mais quand vous allez sur le marché international, le Rwanda se retrouve être le premier. Donc, ces accords ici, pour Kagame, devant son pays à lui, le Rwanda, nous disons qu'il a fait une bonne affaire. Parce qu'il est patriote. Il est en train de voir l'intérêt de son pays. Mais les Congos doivent mais maintenant, pour nous... Mais les Congos va vendre maintenant légalement. Écoutez, Maître Guy, quand nous parlons des accords bilatéraux, c'est les deux pays. Quand on dit gagnant-gagnant, au lieu que ça passe par les contrebandes, comme l'a dit Eric non, Mwamba, mais Denis... Maintenant, c'est État. Mais justement, cette contrebande-là, c'est qui a mis ça en place? C'est qui l'auteur? C'est une autre façon de détruire cela. Non, mais c'est une autre façon de... Mais la meilleure façon de détruire cela, Denis, je vous ai déjà dit, la première des choses, il n'y a pas de paix sans justice. Même si nous ne sommes pas en mesure d'arrêter Kagame, mais nous devons mettre des mécanismes en place pour que premièrement nous puissions d'abord sécuriser nos intérêts. Le premier des intérêts... En guerre, attendez, le premier... le Rwanda. Denis, quel est le premier des intérêts congolais? Mais c'est vendre non, la protection du territorial et de sa population. Mais justement, quand tout le monde... Et de sa population. Vous avez parlé de l'intérêt ici. Mais oui, mais tout le monde va protéger l'intérêt en mettant... Mais non, là c'est une protection, c'est une protection qui ne tire pas, qui n'a pas sa raison d'être, c'est de l'hypocrisie. Regardez, le Kagame est allé en France. Vous savez pourquoi Kagame a exigé à la France jusqu'au point où Macron est venu demander une fiche de pardon? Parce qu'il y a eu mort d'homme. Macron a demandé pardon. Kagame n'a jamais même accepté que les atrocités que les Congolais ont subies, ont connues, c'est à cause de lui. Il ne demande pas pardon, il nie, donc il fait fi. Et maintenant, là, vous venez, vous dites que coopération 50-50. Nous devons avancer. Nous devons avancer. Mais on a avancé en quoi? On a avancé en quoi? Maintenant, il faut normaliser quand même les relations entre mais pour normaliser, il y a des choses pour lesquelles on nous pèse son passé. Nous étions avec toi en Afrique du Sud. Lorsque Mandela est venu au pouvoir, pour normaliser la société sud-africaine, il y a eu des actes qui ont été posés, non? Vrai ou faux? Il y a eu des actes. Non, mais nous sommes dans un cas Congo-Rwanda. Non, mais oui, moi je parle des actes au niveau, sur le plan de... Mais les actes sur le plan, Kagame quel acte? On ne peut pas parler de la paix. Pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait paix. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait paix. Or, on ne peut pas parler de la paix s'il n'y a pas la justice. Voilà. De quoi vous parlez là? Eric Mwamba, on a vu l'article d'Eric Mwamba qui date c'est une enquête de 2018. Non, mais cette enquête ici, pour moi, cette enquête ici est discutable. Eric a parlé de l'enquête, il a vu l'aspect économique, mais Eric n'a pas invoqué par exemple les aspects sécuritaires. Eric n'a pas invoqué ça. Eric n'a pas invoqué les aspects des morts. Maître Guy, tranquillisez-vous. Est-ce que vous pensez que ces accords ont été... c'est à la
va vite, il fallait plus qu'il y ait, comme Maître Guy soutient, justice, réhabilitation des choses et tout ça, voire jusqu'à arrêter Kagame. Parce qu'il a dit si on n'arrête pas Kagame, on peut quand même faire quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de ces accords? Non, mais Maître a répondu à sa propre préoccupation, avec l'exemple de l'Afrique du Sud. Ah, voilà. C'est-à-dire que Nelson Mandela est sorti d'abord de la prison. Ils ont formé un nouveau gouvernement. Donc, avec des clercs, d'ailleurs. Il est devenu. C'est un meilleur exemple que lui-même. Le président de l'époque est devenu vice-président. Mandela est c'est important. Et sans d'éclairer ceux qui nous suivent. Ouais. Moi, j'ai ma préoccupation. J'aimerais que ceux qui nous suivent retiennent toujours des enseignements de ce qui se passe au niveau politique. Mandela est sorti de prison. Ils ont formé un nouveau gouvernement avec l'ancien gouvernement de l'apartheid. Ils ont même eu un prix Nobel de la paix ensemble. Au niveau des Nations Unies, avec son ancien tortionnaire. Ok? Ouais. Ce n'est qu'après qu'il y a eu la commission réconciliation, vérité et réconciliation. Et au terme des travaux de cette même commission, vous savez qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, les blancs, les tortionnaires de l'apartheid, ils sont toujours dans le gouvernement sud-africain. Ce n'est pas quelque chose que... Il y a même l'opposition qui continue à bénéficier. Mais quelque chose que je peux dire à Maître Guy est très intéressant. Ne politisons pas tout. Vous savez, quand un ravisseur a votre enfant, ok? Quand un ravisseur a votre enfant entre ses mains, vous faites quoi? Vous négociez avec votre... Moi, je suis un ancien élève de Kofi Annan. Kofi Annan, il vous explique très bien qu'il parle, puisqu'on lui reprochait de vous parler, vous discutez avec les assassins, les Saddam Hussein, les Bachar, les CC, mais puisqu'ils ont la vie des citoyens entre leurs mains. Kagame, c'est comme tu sais qu'il dit, mais c'est un interlocuteur majeur dans la région des Grands Lacs. Pourquoi? Puisque Kagame instrumentalise les bandes armées. Il n'y a pas que la guerre pour résoudre des problèmes. La diplomatie, les dialogues, la guerre commence quand les dialogues échouent, quand la diplomatie échoue. Donc moi je dis ceci, quand un ravisseur a votre enfant, Maître Guy, vous négociez avec les ravisseurs pour récupérer votre enfant. S'il faut payer les rançons, vous payez les rançons pour récupérer votre enfant. Maintenant, les accords n'excluent pas la justice, puisque les accords contiennent les clauses de la justice. En cas de ceci, on saisit telle juridiction. C'est dans les accords. Ce n'est pas puisque vous signez des accords bilatéraux entre les États que vous avez le droit. Il a déjà vu cet accord, non? Non, mais il a déjà vu ça. Mais tout accord. Les deux parties sont en train de travailler. Tout accord, s'il vous plaît, maître, vous êtes juriste. Tout accord définit les modalités de règlement des conflits. Mais est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, tout accord, mais tout par accord, définition, il y a toujours des modalités. Mais il faut, est-ce que vous avez vu ça? La question est simple. Il n'y aura pas de modalités. Mais est-ce que vous avez vu, vous, un accord? Ok, on amènera très prochainement, nous allons nous ressourcer, nous allons amener l'accord en question. Les accords ici, les accords constitueront un piège pour les contrebandiers. Puisqu'au terme des accords... Ils ne vont d'ailleurs pas exister. Oui, parce que là, tout le monde va mettre le contrebandier à côté. Il y a deux possibilités. Soit vous mettez fin à votre activité de contrebande, soit vous continuez l'activité de contrebande et au terme des accords, vous êtes poursuivi. Bon, moi, je ne voudrais pas raconter des choses comme un peu en l'air. Hein. Nous avons vu les deux présidents se rencontrer. Okay? On n'a pas encore vu l'accord. On a parlé de l'accord. Oui. Alors, assumez-vous. Vous qui parlez de toutes ces théories là-bas, assumez-vous. Quelle théorie? Moi, donc, l'accord, le cadre, tout et tout, assumez-vous. Moi, ce que je dis, c'est que il y a encore des choses à réaliser. Même l'exemple de l'Afrique du Sud, je crois que vous avez pris ça, d'une autre facette. Moi, je ne parlais pas de ça. Je ne parlais pas de ça. J'ai vécu en Afrique du Sud pendant 13 ans. Je connais de quoi je parle. Il y a eu commission justice. C'est venu après. C'est venu après. Mais dans le cas d'espèce, Mandela avait quitté le pouvoir. Je ne refuse pas. La prison. Oui, mais nous ici, dans le cas d'espèce, nous avons des rapports internationaux. Nous avons beaucoup d'instruments juridiques que notre pays pouvait réellement. Pour votre information, l'Ouganda ici a été condamné.
avant que Félix ne vienne, non? En termes d'un jugement, mais sur base de quoi? Sur base d'une enquête. Tous ceux qui aujourd'hui, nous avons sont encore présumés non, mais Eric, Luganda avait été condamné sur base d'une enquête. Alors ici, il ne faudrait pas rendre, il faudrait pas rendre de manière délibérée et dire que non, nous n'avons pas encore des enquêtes, nous n'avons pas encore d'instruments juridiques. Non, nous vous remercions d'avoir été présomption d'innocence. C'est cette note que nous finissons, chers amis internautes. Comprenez, c'est le débat de Inews 24 et Grand Journal. Merci d'avoir suivi. À la réaction, c'était Fi Waka et à la caméra, c'était Deo Barongo. Nous saluons toute l'équipe de Kinshasa. Merci Eric Mwamba et merci Maître Guy. N'oubliez pas de saluer Francis Mwamba qui fait aussi partie de Grand Journal à Kinshasa et Inews 24. C'est sur cette note que nous disons à vous tous, bye. Bye. Bye bye.